Bon Benoît Trémoulinas, comment tu vas? Bah écoute, très bien, impeccable, en pleine forme. Beaucoup d'actu en ce moment là, avec cette victoire du Paris Saint-Germain en Champions League là, face à l'Inter. Ouais, on peut dire Ouais, clairement, hein, on va pas se mentir, ils les ont humiliés, hein, le Paris Saint-Germain. Et, c'est fou. euh, et puis après, il y a ces fameux débats aussi sur le Ballon d'Or avec Ousmane, avec Yamal. On peut aussi parler de Kylian Mbappé. S'il fait une grosse Coupe du Monde des clubs, est-ce qu'il peut le prétendre aussi? Donc ouais, pas mal d'actu en ce moment, ouais. Ça bouge pas mal. C'est bien, tu es le parfait copilote pour cette interview, tu vois, j'ai même pas besoin de te lancer J'ai fait sur une des petite sujets, basée là, non? tu pars, c'est incroyable ce que tu fais, c'est incroyable. On va directement aborder dans le vif du sujet, puis on va entrer dans le vif du sujet, parce que monsieur est du genre à y aller cash. Alors effectivement, il y a eu ce Paris Saint-Germain qui a mis une claque à l'Inter Milan, mais je crois qu'ils ont mis une claque à toute l'Europe parce que personne ne pouvait s'attendre à ça. On plaçait tous l'Inter comme étant un adversaire difficile, et c'est un adversaire difficile. Mais justement, ce que je viens de faire, c'est un petit lapsus. Est-ce que tu ressens quand même que, en bon français, on est là à se dire, bon, le Paris Saint-Germain a fait une masterclass, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même engouement que si ça avait été le Real Madrid qui avait claqué un 5-0 à l'Inter. Est-ce que toi, tu ressens ça ou pas du tout? C'est compliqué. Honnêtement, je le pas plus que ça parce que je l'ai vécu quand même assez de près cette finale puisque j'avais fait l'avant-match sur la chaîne d'équipe. Du coup, ben forcément, on a regardé le match tous ensemble. Donc il y a quand même il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup d'euphorie. Et non, nous, on était tous unanimes. Vraiment, on était heureux pour le Paris Saint-Germain. Je suis pas forcément supporter du PSG, hein, mais Mhm. comme je l'ai dit, je pense qu'ils ont réussi à emmener beaucoup de gens avec eux cette année. Voilà, moi, je connais plein de C'est gens. vrai. Qui me parle du Paris Saint-Germain en me disant je suis pas forcément supporter du Paris Saint-Germain, mais ce qu'a fait Luis Enrique, créer une équipe, un collectif, C'est vrai. ben C'est vrai. forcément on a envie de les suivre et limite on a envie qu'ils y arrivent quoi, tout simplement. C'est vrai. Après, non, je pense que l'Europe a pris une claque. Hein. Je pense que ça a quand même été, ça a quand même été, pardon, assez relayé hein, parce que ça a été une masterclass collective. Euh, j'ai regardé le match quand on était à l'équipe. Il y avait Yohan Ryu aussi qui était Ouais. là, qui regardait le match et qui a suivi, qui a commenté quasiment tout le championnat italien parce qu'on a les droits sur le championnat italien. Et donc l'Inter, il m'a dit, je ne les reconnais pas. Il me dit, je n'ai jamais vu ça sur cette finale. Et on essaie d'expliquer un peu pourquoi ce non-match. Alors, moi, j'avais une petite théorie. Je me suis dit, en fait, le Paris Saint-Germain, ils les ont tellement asphyxiés en 20 minutes que je trouve qu'en fait, l'Inter, ils ont baissé les bras. Ils ont dit, on n'y arrivera pas. Ils sont trop forts. Ils C'est ont, ce que tu as ressenti, toi? c'est un peu mon sentiment. Je trouve qu'ils les ont asphyxiés, ils les ont pressés très haut d'entrée de jeu. Ils les ont fait énormément courir. Vous savez, lorsque vous jouez et que tu as le milieu de terrain qui fait une, deux, trois, quatre, cinq passes et que toi tu es là, tu cours, t'essayes mais t'y arrives pas. Mentalement, c'est dur. Hein. Et puis aussi cette équipe de l'Inter, inconsciemment peut-être aussi touchée psychologiquement par rapport à cette perte du titre. Je pense que Lautaro aussi n'était pas non plus à 100%. Donc tout ça un peu conjugué fait que voilà, Paris Saint-Germain, ils les ont éteints, tout simplement. Alors, je vais détailler un peu plus mon impression, parce que c'est vrai qu'au sortir de ce match, tout le monde était dithyrambique sur ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, comme quoi c'était incroyable. Mais justement, il y a le terme non-match que tu as dit. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on a ce côté un peu français où on minimise un petit peu en disant il y a un non-match où il y a une contre-performance de l'Inter. Tu es bien placé pour le savoir parce que en ancien footballeur professionnel, tu as été, je pense, au moins une fois confronté à ça. Ou même été dans la peau en étant notamment avec Bordeaux ou dans des finales que tu as pu disputer dans l'équipe qui est largement supérieure sur une rencontre. Ça ne veut pas dire qu'elle le sera toujours, mais sur une rencontre, elle l'est. Et j'ai l'impression que justement, en essayant d'expliquer le pourquoi l'Inter a disparu, n'a pas réussi à imposer quoi que ce soit ou à faire un match à son niveau, j'ai comme l'impression qu'on minimise un peu ce qu'a fait le PSG. Alors qu'à l'époque, Barcelone, par exemple, tu sais, le grand Barça Bien que tu as sûr. connu, Ouais. on se posait pas trop cette question.
Tu vois, quand il y avait une grosse performance des Messi et consorts, on disait oh, le Barça était encore une fois trop fort, ils n'ont pas laissé une seconde. Ouais. On n'était pas à ce point dans est-ce que l'adversaire n'a pas réussi? Ah, est-ce que l'adversaire est en. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce sentiment que j'ai. Mais bon, globalement, je chipote. Hein. Franchement, globalement, la France est à la fête. On a vu Ouais. des trucs de Mais, fou. mais je comprends, Je... je comprends ce que tu veux dire parce que je l'ai entendu, hein, parce que avant qu'on s'enflamme avec ce titre du Paris Saint-Germain, t'essayes un peu même à chaud ou à froid de te poser la question, tu te dis attends, mais l'Inter, depuis le début de saison, tout le monde dit c'est une équipe qui est faite pour aller en Champions League, en finale de Champions League, c'est une équipe dure à jouer, dure sur l'homme, dans les couloirs, dit Marco Dumfries, ça va très vite, c'est costaud, ça attaque, ça défend ensemble, et forcément tu te poses la question de te dire mais pourquoi un match comme ça, pourquoi ils en ont pris 5? Moi je pense que le Paris Saint-Germain a été trop fort. Honnêtement, C'est ce que je pense aussi. je pense qu'ils les ont éteints et petite fatigue aussi, sans doute psychologique de l'Inter, et puis un Lautaro qui n'était pas non plus à 100%. Voilà. C'est ce que je pense Mais aussi. j'ai pas C'est envie ce de que je pense minimiser, aussi. moi, la victoire du Paris Saint-Germain, Non, faut pas. parce que ils ont fait une grosse saison. N'oublions pas, on parlait de Farmers League. Et ils ont battu les City, Liverpool, Arsenal, Aston. Donc non, pour moi, ils méritent largement Je suis leur d'accord. victoire. Je suis d'accord avec toi et de toutes les versions du Paris Saint-Germain qu'on a pu voir depuis 10 ans, c'est celle qui m'a fait, qui m'a le plus emballé. Je mets de côté celle de Laurent Blanc peut-être, qui m'avait aussi beaucoup, Ouais, beaucoup ému. Voir celle même, enfin, à contrario, qui a subi la remontada, mais j'ai été emballé aussi par cette équipe-là, bien sans sûr. grosse star qui prenait toute la place. Là, je retrouve ça et vraiment, je suis très content. Alors, tu disais, il y a cette asphyxie qui a été assez impressionnante. J'ai l'image que tout le monde a dans la tête de Kvaratskhelia qui revient sur Ah ouais, Dumfries c'est et incroyable. c'est. Ce retour, Je il est pense que même incroyable. quand tu vois l'équipe adverse à 4-0, déjà le match était plié, hein, mais quand même à 4-0, tu vois un ailier qui redescend comme ça en sprint sur un des joueurs les plus rapides du monde en ce moment et les plus puissants et lui prend le ballon. C'est incroyable. Cette image, elle Ouais, est folle. c'est. Cette image, elle est folle. Je Ouais, sais elle est pas incroyable. si tu t'en souviens, mais quand Vara il revient sur Dumfries, il récupère le ballon. Et Dumfries, il met la main Ouais, sur les genoux, il se penche un peu, genre, je peux plus. Et non. ils disent non, ce soir, ils sont trop forts. C'est la Ouais, attitude qu'il c'était a eue trop. sur ce moment-là, elle était quand même assez incroyable. L'image Ouais, était parlante ouais, sur c'est ce qu'a vrai. fait le Paris Et Saint-Germain et Kvaratskhelia. c'est vrai, et c'est heureusement pas simplement lié au moment, c'est vraiment représentatif de ce que Luis Enrique a réussi à mettre en place dans cette équipe où tout le monde s'arrache. Quand tu vois les regards de Dembélé qui s'arrache sur un pressing sur un gardien, j'ai rarement vu vraiment un avant-centre faire ça à ce point, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc vraiment très gros bravo à cette équipe du Paris Saint-Germain, à tout ce qui l'entoure. Ça m'emmène au deuxième sujet d'actu, qui va en parler un petit peu de l'équipe de France avant qu'on parle de toi et que de toi. Je te disais que je sens qu'il y a un petit peu un côté où on minimise un peu parce que, tu vois, même là pour le Ballon d'Or, on Mhm. devrait, avec l'expérience du passé, Ribéry qui a beaucoup souffert aussi du Bien manque de sûr, on s'en soutien souvient de ou cette du fait année-là où qu'on ils avaient soit gagné. c'était très dur. C'est pour moi, bon. J'aime pas dire le mot vol parce que quand tu es à la lutte avec Cristiano Ronaldo et Messi, on peut pas dire que eux ne méritaient pas, mais je trouve que lui le méritait plus. Bien sûr. Et qu'on avait parlé enfin, il a beaucoup parlé du fait que la France était divisée et en tout cas pas forcément à fond derrière lui. Et je vois. Alors, il y a eu un rétro-pédalage de Didier Deschamps sur sa dernière sortie. Ouais, on en a beaucoup parlé de ça. Mais la déclaration en essayant de déjà parler de Lamine Yamal, moi, enfin, je sais pas, je pense que les Portugais ne parlaient pas de Messi quand on parlait de Ballon d'Or. Et même mettre Kylian Mbappé dedans sans dire qu'il n'a pas fait une grosse saison Bien individuelle, il a sûr. été vraiment très impressionnant. Et j'ai été le premier à m'inquiéter et il m'a fait me taire. Euh, Là, quand t'as Dembélé qui est comme ça, qui marche sur l'eau, qui gagne tout, même en finale, certains me disent il a pas marqué, mais il a été encore Ouais, stratosphérique sur il des était actions décisif. incroyables. Mm. J'ai du mal à comprendre qu'on parle encore d'autres personnes que lui. Alors, comme je t'ai dit, il y a eu un rétropédalage, mais est-ce que toi, tu trouves que c'est déplacé, que c'est au contraire symptomatique un peu de la surdomination de Kylian Mbappé dans les esprits? Est-ce que c'est le fait d'appartenir au Real Madrid et à Barcelone qui fait qu'on mentionne quand même Lamine Yamal et Kylian Mbappé plutôt que la star du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je pense que il y a des égos à gérer en équipe de France. Il y a des joueurs, de jeunes joueurs, qui ont été interviewés sur cette question et c'est compliqué pour eux de répondre.
je le conçois. Lorsque vous avez très peu d'expérience en équipe de France, on vous demande Ousmane Dembélé, Kylian, et tu sentais que très peu voulaient choisir. Et certains disaient oui, le Ballon d'Or sera français. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Heureusement, Konaté, j'ai bien aimé. Oh ouais, J'ai bien un aimé bonhomme. parce qu'il a dit ce qu'il fallait dire, tout simplement. Cette année, c'est Ousmane Dembélé qui le mérite. Voilà. Il l'a dit haut et fort en équipe de France, en point presse, et je trouve ça très bien et très courageux de sa part aussi, parce que on le pense tous. Et effectivement, c'est dur de parler de plusieurs joueurs parce qu'après les votes, j'arrive pas à trouver le mot, s'échappent un petit peu quoi. Elles vont pas Ouais, ouais, sur ça un se même divise. joueur et finalement ça peut Bien profiter sûr, à un autre joueur. Après, bien quand on sûr. parle de Lamine Yamal, lui, il m'a choqué cette saison. Ah ouais. Il a choqué. Donc effectivement, qu'il y ait un débat Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, ça me pose aucun problème. Qu'on mette un petit peu Kylian Mbappé dans la balance, un peu parce qu'il a pas gagné la Champions League. Après, on parle aussi de la Coupe du Monde des clubs. S'il marque, s'il la gagne, est-ce que ça, on sait pas ce que ça vaut la Coupe du Monde des clubs, donc c'est compliqué d'en parler. Peut-être que à la fin de la Coupe du Monde des clubs, il aura fait un mois stratosphérique et peut-être qu'il sera dans la balance pour le Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est Lamine Yamal Dembélé. Lamine Yamal m'a choqué sur beaucoup de matchs, les Classicos, l'Inter. Il a marqué les esprits, hein, Lamine Yamal. Mais moi, ce que j'aime bien pour Ousmane Dembélé, et forcément, moi je milite pour que Ousmane Dembélé ait le Ballon d'Or, c'est qu'il a été régulier. Rappelez-vous, il revient de loin. Souvent, on lui parlait de son hygiène de vie, de ses blessures et tout. Oh, maintenant, dès que l'arbitre siffle le coup d'envoi, c'est le premier à faire un pressing à haute intensité. Et lui, il a réussi, Luis Enrique a bien parlé de lui, il a réussi à ramener tout le monde avec lui. C'est-à-dire que ça a été un buteur, ça a été un passeur, et je peux même dire que c'est un grand capitaine aussi. Moi, je trouve. Parce que tous les joueurs l'ont suivi. Il a réussi à ramener tous les joueurs à leur top niveau. Parce que quand vous êtes le numéro 9, vous êtes derrière, quand vous êtes milieu, défenseur, et que vous voyez, entre guillemets, votre star se défoncer, se dépouiller comme ça, vous dites, oh là là, attends, Ousmane, il fait ça, moi, je suis obligé de me mettre au niveau. Et en fait, inconsciemment, il a réussi à ramener tout le monde. Et la finale, oui, on dit oui, il a pas marqué. Attends, il fait, on peut dire, 2 passes décisives. La talonnade pour Vitinha qui envoie Désiré Doué en profondeur, elle est exceptionnelle. Exceptionnel. Et puis il y a aussi le personnage. Moi, j'adore le personnage d'Ousmane Dembélé. On a l'impression qu'il est, on s'attache à cette personne-là parce que il a toujours le sourire. Dès que ça va pas, il va le dire aussi. Je me souviens. Au retour de Aston Villa, on l'a senti très fermé alors qu'il avait été élu homme du match. Voilà, parce lui, il est focus. Lui, son objectif, c'était gagner la Champions League. Et il savait qu'en faisant une deuxième mi-temps comme ça à Aston Villa, c'était pas possible. Donc lui, il était déjà dans un autre mood en se disant, on veut aller gagner la Champions League, donc il faudra changer 2-3 réglages. Et moi, c'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un compétiteur sur le terrain, état d'esprit irréprochable. Et puis je pense que aussi il y a un capital sympathie lorsqu'on le voit souvent sur le terrain. Il est souriant, il discute, il aime. Il est pas là sans arrêt comme certains joueurs à un peu les titiller, les engueuler. Il y a certains joueurs aussi qui font souvent des reproches comme ça à leurs joueurs et tout. Non, lui il est toujours à encourager, à montrer l'exemple. Donc pour moi, voilà, effectivement, je milite pour que Ousmane Dembélé ait le Ballon d'Or. Ouais, je suis à 100%, si on peut pas dire plus, d'accord avec toi. Et c'est pour ça que de la part des Espagnols, bon, qui est un petit lobbying en disant ça se jouera à la Ligue des Nations pour essayer de garder un peu Lamine Yamal dedans, parce que le débat il est clos en réalité, je pense. Mais bon, de la part des Espagnols, je suis pas très surpris. Que du côté français, on soit encore à parler de la Coupe du Monde des clubs ou potentiellement de la Ligue des Nations, comme si ça se jouait à ça. On peut pas d'un côté dire que ces compétitions elles valent pas un clou et que derrière ça se joue sur ça, sur le Ballon d'Or. Mais en tout cas, tu as été très clair.
Très complet, merci. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ce passage va très certainement être repris parce qu'il a été parfaitement géré. Mais assez parlé des autres, on va parler un peu de toi. On va parler un peu de toi. Alors, tu m'as dit aujourd'hui, maintenant, consultant chez l'équipe, notamment, beaucoup. Ça se passe plutôt bien pour toi là-bas? Ouais, très bien. Franchement, j'ai eu la chance, lorsque j'ai annoncé ma fin de carrière, de pouvoir vite rebondir. Et je pense que dans le processus un peu d'arrêt de carrière, où c'est un peu compliqué, surtout que j'ai arrêté sur une grave blessure, on aura l'occasion d'y revenir, de Yes. pouvoir vite rebondir, c'est bien parce que ça m'a permis de garder d'avoir encore un pied dans le monde du football. C'était un exercice qui était complètement différent pour moi parce que je me souviens lorsque j'étais joueur, je détestais aller au point presse parce que euh, peut-être que j'avais du mal un peu à m'exprimer ou peut-être que j'avais du mal aussi à dire ce que je ressentais. Donc c'est vrai que j'aimais pas trop aller au point presse. Et puis finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre ce métier-là parce que j'en apprends encore tous les jours. Maintenant, ça fait pas mal d'années que j'y suis, donc voilà, je commence à connaître un petit peu les codes. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile, mais voilà, je me plais énormément. Voilà, être consultant sur la chaîne d'équipe. On est souvent entouré de journalistes, d'anciens footeux. On est souvent d'accord, pas d'accord. Et c'est vrai que voilà, de pouvoir argumenter, débattre, et ça permet aussi, sur un point de vue personnel, d'avancer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, tant mieux, c'est bien. Si l'après-carrière, entre guillemets, on a l'impression que pour les footballeurs, c'est presque une petite mort. Bien sûr. Si ça se passe vraiment bien pour toi, c'est cool. J'ai la chance, on va replonger un petit peu dans tes débuts, c'est ce qu'on fait beaucoup dans cette émission, on va replonger dans ton histoire. J'aime bien comprendre et connaître les dessous de la vie avant que le foot devienne quelque chose d'aussi important et aussi, on va dire, omniprésent, qui prenne autant de votre temps. Alors, si tu veux bien, on va revenir sur tes débuts, sur tes débuts du côté de Lormont, si je dis pas de bêtises. Et en plus, en préparant ton interview, ça m'a fait découvrir le coin. Moi, je suis fraîchement installé du côté de Bordeaux. Donc voilà, je sais que Lormont, j'arrive à situer un peu au nord de Bordeaux, tout ça. Je vois les petites communes qui sont pas loin. Parlons un peu de ta vie avant le foot. Comment c'était la vie de famille, le niveau social de la famille? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était compliqué? Comment ça se passait? Bon, clairement, oui, on roulait pas sur l'or, hein, parce qu'on était dans rive droite. Rive droite, c'est un peu Rive les droite. quartiers bordelais. Donc oui, on était dans des HLM et au quartier, quoi. Mais en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, j'ai absolument pas été malheureux. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, c'est simple. J'ai pas besoin de jouer de ci et là. Il me fallait juste un ballon de football. Voilà. J'étais sans arrêt en train de jouer au foot dans l'appartement qu'avaient mes parents. On avait la chance d'avoir un grand couloir. C'était des Ouais. anciens HLM, là. On avait on avait des grands couloirs et je cassais tout dans l'appartement. Mes parents pétaient les plombs, je cassais les tableaux, les horloges. Mais voilà, moi j'étais tout le temps avec un ballon à l'école. À l'école, pareil, pareil. Je passais mon temps à jouer au foot, les récréations, le matin, le midi, l'après-midi, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc non, on a eu une vie, enfin on a eu une vie effectivement quand j'étais petit assez simple. Hein, je me souviens que l'été on allait au camping, au Cap Ferré tous les étés avec mes parents et mes grands-parents qui avaient une caravane là-bas dans un camping. Mais donc du coup non, on a vécu très simplement, mais par contre j'ai jamais été malheureux, j'ai jamais manqué de rien parce qu'après voilà je demandais pas énormément de choses, moi je voulais juste qu'on joue au foot avec moi, c'est tout. Ouais, en général, ça se passe plutôt bien quand on veut que ça. Ouais, ouais, c'est Quand on veut ça. que ça Ouais. va. À quel moment ça devient vraiment une ambition et plus un loisir de gamin, le foot? Je pense qu'à partir du moment où on rentre au centre de formation, les Hmm. choses commencent sérieusement. Moi, j'ai fait ma première année de football à Lormont, je crois que j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Je fais un an là-bas, ça se passe très bien. Bon, j'étais débutant, mais ils me font surclasser avec les poussins. C'était à l'époque, les catégories s'appelaient comme ça. Et mon père, de suite, il voit, il me dit, ouais, il y a un potentiel. Et donc, il me dit un jour, il me Ok. dit, viens, en fin de saison, il me dit, viens, on va faire un essai au Girondins. Je dis, bon, écoute, on y va. Et je fais une journée là-bas et bon, ils me prennent de suite. Ils me disent bon ben l'année prochaine tu seras avec nous. Donc je crois que je suis en 94, je crois au Girondin. Et ma première année, donc j'étais poussin première année, donc il y avait poussin première année, poussin deuxième année. Donc j'étais avec l'équipe B et poussin deuxième Ouais. année qui était en équipe A. Et je me souviens que bon, je fais 3-4 mois avec les
les poussins en B, première année, puis après je monte avec les deuxième année. En deuxième année, il y avait Mathieu Valbuena qui était là. Donc effectivement, on s'est un petit peu un suivi quand on était petit. Lui était très très fort. Mathieu, tous les tournois qu'on avait, il finissait toujours meilleur joueur. Il avait un talent monstre. Il était vraiment au-dessus du lot. Et puis après, oui, arrivé, je crois, c'est moins de 15 ans au Girondin, le centre de formation. Voilà. Donc on quitte le cocon familial, on quitte papa, maman et on s'installe au centre de formation. Je vais pas te mentir que la première année était très compliquée parce que je quitte mon école où j'avais tous mes amis. Donc du coup on s'installe au Hayan parce que c'est où il y a le centre de formation. Donc nouvelle école, on est 2 par chambre, des gens qu'on connaissait pas forcément parce que quand vous arrivez aux premières années au centre de formation, ceux qui étaient l'année d'avant avec vous au Girondin, il y a la moitié qui sont plus là. Donc on sent qu'il y a un peu l'esprit de compétition qui est là, mais malgré tout quand même toujours assez bienveillant. On avait une personne qui s'occupait de nous au centre de formation qui s'appelle Guy Dubois, qui était un peu notre deuxième père spirituel, qui arrivait un petit peu à gérer, à nous écouter quand on avait des coups de moins bien. Et c'est vrai que cette première année était plus une année de transition pour moi où c'était compliqué, puis après c'est parti. C'est parti. Mais c'est vrai que ce que je peux dire quand j'étais au centre de formation jusqu'au moins de 19 nationaux, je pense que personne n'aurait mis un copec sur moi. C'est ce que j'allais te demander parce que la difficulté, souvent, quand je demande aux joueurs ou aux jeunes joueurs, la difficulté qu'ils ressentent dans les années de formation, c'est très souvent l'éloignement de la famille. Tu sais, le fait de partir dans une autre région, parfois même traverser le pays, qui fait que les rapports avec la famille sont complètement différents. Toi, tu es quand même relativement proche de l'endroit où tu as toujours vécu. Donc, même si c'est vrai, tout ce que tu m'as dit, hein, le changement d'école, il y a le fait de s'installer au centre de formation qui fait que quand même, tu n'as plus le même quotidien qu'avant. Tu perds des relations, c'est forcément très difficile. Mais tu as quand même cette, entre guillemets, opportunité de, au moment de tes temps libres, pouvoir retrouver un peu ce cocon-là assez facilement. C'est quoi la difficulté principale pour toi pendant toutes tes années de développement, pas forcément que la première, que tu ressens dans le centre de formation? Déjà, il y a un rythme de vie qui change complètement. Parce que quand tu rentres au centre de formation, t'as une semaine qui est quadrillée de A à Z, qui est différente de ce que tu as connu. Donc physiquement, il faut tenir. Tout le monde a la dalle aussi, tout le monde veut y arriver. Donc forcément, à l'entraînement, ça se la donne. Et puis moi, le retard que j'avais par rapport aux autres, et là c'était parfois dur, c'est que j'étais déjà plus petit, beaucoup plus frêle que les autres, et c'est que physiquement j'ai souffert. Ouais, ce que j'ai demandé. Okay. Physiquement, dans la formation, j'ai énormément souffert de ça, et j'ai resté un joueur moyen en fait. Voilà, je restais un joueur moyen, et il y a 2-3 personnes qui ont cru en moi, Patrick Battiston et Philippe Lucas, qui m'ont dit, écoute, après les 19 nationaux, généralement tu pars avec la réserve en CFA, c'était la CFA à l'époque, et tu fais 1 an, 2 ans, et puis tu vas direct avec les pros. Et moi, je suis arrivé en CFA, je suis resté beaucoup plus longtemps que les autres. Ils m'ont fait beaucoup plus travailler que les autres parce qu'ils savaient que j'avais un pied gauche qui était quand même plutôt pas mal, mais qu'il fallait que physiquement je me développe, que je gagne un petit peu en puissance. Donc moi, j'ai signé tard professionnel. C'est-à-dire que moi, de ma génération, 85, quand j'étais en CFA, il y avait Florian Marange qui était 86, qui était déjà avec les pros. Il y avait Pierre Ducasse qui était 87, qui était déjà avec les pros. Alors que moi, j'aurais dû être avant eux, quasiment 3 ans avant eux, en fait. Mais on a été patient avec moi. Et puis finalement, ils ont eu raison. Ta première vraie saison avec les pros, c'est quoi? C'est 2007-2008 où on te voit vraiment apparaître régulièrement? Tac. Ouais, je crois que c'est 2007. T'as 22 ans, t'as 22 ans à peu près, c'est ça? Ouais, c'est là. Ouais, parce que je me souviens que je signe avant que Laurent Blanc arrive, je signe pro. C'était Ricardo, mais j'étais avec la réserve toute la saison. Et c'est vrai que Laurent Blanc arrive. Là aussi, je vais te raconter une anecdote, une histoire que j'ai déjà racontée, mais ça démontre que le football, des fois, il faut un petit facteur chance. C'est vrai que on fait la préparation du côté d'Anglet, là, dans le Pays Basque.
Et bon, ben voilà, on est quasiment une trentaine de joueurs. Il y a tous les pros, les jeunes et puis les joueurs expérimentés. Et premier match amical, on joue contre l'OM. Et bah, devant moi, il y avait Florian Mariange, Franck Jurietti qui jouait latéral gauche. Moi, j'étais Mhm. troisième, donc voilà, on comptait pas forcément sur moi. Et les deux se blessent pour ce match-là. Et donc du coup, Jean-Louis Gasset, Laurent Blanc vient de me voir et il me dit bon, ben en gros, ils m'ont pas dit comme ça, mais en gros, c'était comme moi, tu vas jouer, quoi, tu vois. Et, euh, et je me souviens, je crois qu'on fait 2-2 ou quelque chose comme ça. Et je fais un match de dingo. Je fais un match de fou. Je fais 2 passes décisives, je crois, une à Wendell et une à Kavinaghi, je crois, ou 2 à Wendell, je sais plus. Et là, à la fin du match, Laurent Blanc, il top le président et lui dit, lui le petit, il reste là, parce qu'il y avait des pourparlers pour que je sois prêté à Bastia. Laurent Blanc, à la fin du match, il va voir le président, Jean-Louis Trio, il lui dit, lui, il reste là et tu vas vite revoir son contrat. Ok, incroyable. Ça a été un petit peu le déclic qui a fait qu'après, mais grâce à ça, ce match-là, bah, Laurent Blanc m'a fait confiance et a commencé à me faire jouer. Alors, j'ai pas fait une saison pleine, mais où il a été assez intelligent, c'est que petit à petit, il m'a mis dans le bain, quoi. C'est assez impressionnant. Belle anecdote. Très belle Ouais. anecdote. Ah Mais oui, non, ça, c'était. qu'est-ce que ça dit de votre relation après? Parce que il a réussi quelque chose d'incroyable, à mettre en place quelque chose d'incroyable du côté des Girondins, parce que sur la saison d'après, c'est... Bref, on va en parler. Mais qu'est-ce qu'il te demande de particulier qui change un petit peu de tout ce que tu as pu connaître avant, Laurent Blanc? Bah, moi, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je suis tombé sur un entraîneur qui prenait le beau jeu, le jeu Mm. vers l'avant. Il a dit, lui, si on en prenait 2, mais qu'on en marquait 4, ça lui suffisait, en fait. Et Ok. moi, j'étais un joueur ultra offensif. Défensivement, c'était un peu compliqué. Donc, lui, il se disait quoi? Il dit, il va apporter offensivement, il va apporter des passes décisives. On a Alou Diarra en sentinelle, Souleymane Diawara, Marc Planus, qui sont dans l'axe, Enrique aussi qui jouait dans l'axe, qui tournait un peu avec les deux autres. Il savait que ces gens-là pouvaient me couvrir. Donc il s'est dit, ben, on va jouer comme ça. Et c'est pour ça que limite j'avais un peu carte blanche. C'est-à-dire qu'il me dit, vas-y, tu reviens, parce que j'avais quand même le coffre pour faire le contre-effort. Mais il me dit, vas-y, va provoquer, centre. Voilà, c'était un peu tout ça. Donc c'était un peu un entraîneur qui était parfait pour moi. L'entraîneur, ok. Comment ça se passe avec le reste de l'effectif? Tu intègres quand même un groupe où il y a pas mal de... Il y a des internationaux. L'année où tu arrives, il y a quand même John Mikou qui est là, que tu Ouais, retrouves ouais, souvent ouais. à l'équipe, mais il y a John Mikou qui est là. Tu me disais, il y a Kabenagui, il y a Jussier qui est là aussi, qui avait passé pas Ouais. mal de temps en Ligue 1. Il y a quand même des joueurs avec un certain niveau, de l'expérience, des attentes. Il a fallu que tu te mettes au niveau techniquement ou sur ce point-là, ça allait? Techniquement, ça allait. Techniquement, ça allait. Il fallait que je prenne plus confiance en moi. Voilà. Je me souviens avant l'année que Laurent Blanc arrive, là, cette année où j'étais avec Ricardo, j'avais du mal un peu à prendre confiance en moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait 0 match, je faisais que les entraînements et le week-end, je jouais avec le centre de formation. Ce petit déclic là, face à l'OM avec Laurent Blanc, m'a fait énormément de bien et m'a fait prendre conscience que je pouvais y arriver aussi. Ouais. Et à partir de là, il y a eu un déclic, tout s'est débloqué. Et là, je n'ai fait que progresser. Et puis, bah, forcément, tu prends du plaisir à l'entraînement. Tu crées des liens aussi parce que, bah, mine de rien aussi, voilà, quand vous voyez aussi qu'il y a un joueur qui lâche pas, qui s'accroche et qui est demandeur, qui est demandeur de conseils, qui essaye de s'accrocher, qui aussi a une belle base technique et tout, bah forcément aussi ça te permet de créer des liens et de s'intégrer un petit peu plus dans le collectif. Toi, tu m'as parlé de ce match de l'OM qui est le premier que tu disputes à ce niveau-là. Moi, il y a un match sur cette saison qui m'a marqué en bon supporter du Paris Saint-Germain. C'est le fameux triplé de Wendell avec un but de la tête de l'extérieur de la surface. Bref, c'était n'importe quoi. C'est Ouais, n'importe quoi. Quand tu subis ce genre de but, tu te dis, allez, c'est un peu comme tu m'as parlé de Dumfries, c'est un peu pareil. Tu te dis, allez, tu prends un but comme ça, c'est bon. ouais. Ils peuvent tenter n'importe quoi, ça passera. Il y a ce match référence, moi, qui m'a marqué, mais quand je me suis replongé dans cette saison-là, en préparant ta venue, euh, je vois que tu es titulaire dans les grands rendez-vous, mais on dirait qu'ils refusent de t'installer définitivement comme un titulaire. Tu sais, tu as des coachs, surtout aujourd'hui, c'était un autre temps quand même, mais il y a des Mhm. coachs qui aujourd'hui n'hésitent plus. Les jeunes gamins, s'ils sont performants, on les met. Toi, sur ta saison, à partir de ce match de l'OM, il n'y a pas de moment ou très peu de moments où tu es vraiment pas dedans, où tu passes à côté d'une rencontre ou ce genre de choses. Est-ce que c'est lui qui refuse de t'installer confortablement? Est-ce que ça fait partie de ton intégration ou pas? Moi, je pense que ça fait partie de l'intégration, ça fait partie du processus, je pense.
Parce Ok, que, euh, parce que même là, à cette époque-là, je pense qu'encore, j'étais pas encore développé à 100% physiquement. ouais, Voilà. Ouais, c'est parce vrai. que je me souviens, pour pas dire de bêtises, à cette époque-là, je devais faire peut-être 64 kilos, ouais, Ah quelque chose ouais, comme ça. J'ai fini à Séville, où j'étais vraiment juste avant que je me blesse, j'étais vraiment au summum de mon niveau, au top de ma carrière. J'étais quasiment à 68, 69 kilos. ok, Donc j'ai quasiment pris, et puis j'ai pris que du muscle parce que bon, quand on faisait les tests de graisse, moi j'étais ultra sec. ouais. Donc j'ai quasiment pris en 7-8 ans, quasiment pris 5 kilos de muscle, quoi. Donc ça me Ah ouais, quand montrait même. bien qu'il y avait un processus qui était en marche, il fallait pas non plus euh, trop me donner d'un coup. Donc Ok. du coup, je pense que c'était plutôt cohérent de la part de Laurent Blanc, voilà, de me faire jouer quelques matchs. Je me souviens qu'au début, j'ai commencé par des matchs d'Europa League, les matchs de Mhm. championnat, je jouais pas. Voilà, je faisais quelques matchs de championnat, quelques matchs d'Europa League. J'ai vraiment commencé à m'installer à ce poste de titulaire en 2008-2009 où on est champion. Sur cette saison-là, la première, avant qu'on embraye sur le titre, il manque pas grand-chose en réalité pour que ça se passe déjà hyper bien pour vous. Est-ce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie ou vous vous posez pas ce genre de questions quand vous sortez de cette première Ouais, de ta première saison? ouais, la première saison, on finit deuxième avec Laurent Blanc. Ouais, derrière L'autre qui l'OL. finit champion. Ouais, il se passe quelque chose. On sent que le groupe est en train de, de naître. C'est un nouveau cycle pour les Girondins de Bordeaux puisque Ricardo était parti, Mm. était resté aux Girondins pas mal d'années. Là, il y a Laurent Blanc qui arrive avec un style de jeu qui est complètement différent de Ricardo, qui était beaucoup plus défensif. Donc on sent qu'il se passe quelque chose parce qu'il arrive, on finit quand même deuxième. Mm. Le groupe vit très bien, vit Ouais. très bien. Et oui, effectivement, il se passe quelque chose. On sent que le président aussi derrière nous. Moi, je me souviens en fin de saison, il nous avait payé une villa pour le festival de Cannes pendant 3 jours. Incroyable. C'était incroyable. En plus, moi, j'avais 22 piges à l'époque. Tu te retrouves dans une villa de ouf avec avec tous les joueurs à Cannes. C'était super. Mais ça démontrait bien que le président avait envie de nous faire plaisir. Il croyait en nous déjà. Ouais. Voilà, parce que il était pas obligé de le faire et il l'a fait. Et puis après, effectivement, l'année suivante, on explose tout. Il l'a revu ton contrat, le Ouais, boss. il a revu encore. Il a revu encore. C'est bien, c'est important. C'est important. Bon, du coup, toi, à l'intersaison, il n'y a pas de question qui se pose. Tu seras au Girondin, quoi qu'il arrive, sur la saison d'après. Il n'y a pas. Ouais, bien sûr. Il y a. Non, bah en Ok. fait, il fallait que je continue le processus de progression. Voilà, il y avait encore énormément à travailler. D'ailleurs, Laurent Point, Jean-Luc Gasset, il me lâchait pas. Il me disait que défensivement, il me dit si tu veux un jour, tu vas aller dans un grand club, il faut faire beaucoup plus. Ouais. Il faut être plus fort, il faut être plus agressif. Voilà, ils axaient vraiment ce discours sur moi, sur mon époque à Bordeaux. Ouais. Justement, sur ce duo-là, Gasset, Laurent Blanc, alors il y a plein de choses qui ont été dites, comme quoi sans Gasset, Laurent Blanc ne serait pas où il a été. Où il a été. Inversement, on a vu Jean-Louis Gasset partir en solo, c'était d'autres circonstances, d'autres projets, c'était pas forcément du même niveau que ce qu'il a pu connaître du côté des Girondins et du PSG avec Laurent Blanc. Comment ça a fonctionné? Est-ce que c'est vraiment Jean-Louis Gasset qui passait énormément de temps avec vous et Laurent Blanc qui était beaucoup plus en retrait? Est-ce que tu avais quand même des contacts réguliers, directs avec le coach? Comment ça se passait la doublette? Non, les deux étaient quand même présents. Les Ok. deux étaient présents. Mais c'est vrai que c'est plus Jean-Louis Gasset qui animait les séances, qui parlait énormément, qui chambrait, qui expliquait vraiment ce qu'on faisait. Laurent Blanc était là avec lui, hein, mais il était toujours un petit peu en retrait. Lui, il analysait un peu ce qui se passait et dès qu'il y avait quelque chose où il fallait intervenir, parce que c'était très important pour le joueur ou pour l'équipe, pour le côté tactique, là, il intervenait. Ok. Voilà. Donc c'était plutôt un, un bon duo, que ce soit Jean-Luc Gasset et Laurent Blanc, complètement. Bon, on arrive à cette année du titre. Il y a quand même du mouvement très cohérent. Mais il y a du mouvement. Il y a notamment Ouais, Johan Mikou ouais. qui s'en va. Ouais. Alors la transition, alors, quand on connaît la suite, évidemment, on se dit qu'un Gourcuff, on a gagné au change vu comment ça se passe. Mais je sens, sans manquer de respect à Johan Mikou, comment vous ressentez-vous le moment de voir un tel joueur partir? Parce qu'il est hyper important, Johan Mikou, dans ce vestiaire, de par sa carrière, de par son expérience, de par sa qualité de joueur qui est... Voilà, il n'y a même plus besoin de l'expliquer. Vous êtes inquiet quand vous voyez un tel joueur partir ou pas? Je pense que
On était un peu inquiet, mais après, on avait surtout confiance en Laurent Blanc. Ok. Parce que la façon dont il nous avait amené avec Jean-Louis Gasset cette saison-là, où on finit deuxième sur une première année, où on s'est régalé dans le jeu, tactiquement, où on comprenait exactement où il voulait nous emmener. Ouais. Oui, on était un petit peu inquiet, mais pas tant que ça, parce qu'on avait confiance. Parce qu'on savait que derrière, il allait faire un recrutement cohérent, et c'est ce qui s'est passé. Donc ça dépendait pas d'un mec, quoi. On parlait du PSG Non. tout à l'heure, tu sens vraiment que c'était une force collective qui était là, c'était pas un joueur qui portait le reste, quoi. Ouais, c'était une force collective. Après, bien sûr, bien évidemment, lorsque vous jouez avec Johan Gourcuff et quand il était au summum, dès que vous aviez la possibilité de lui donner le ballon, on lui donnait. Bon, alors du coup, on l'a dit, il y a Johan Gourcuff qui arrive. Comment c'est Johan Gourcuff? Je rêve d'avoir cet homme dans cette émission, j'en rêve. L'approcher est particulièrement compliqué. Mais pour comprendre qui il est, alors je passe par les intermédiaires pour voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez perçu. Est-ce que c'est tout de suite, ça match tout de suite ou pas? Est-ce qu'il y a une période d'adaptation? Comment ça se passe son arrivée? En tout cas, au Girondin, quand il est arrivé, les premiers entraînements, on s'est dit, ah ouais, lui, Ok. il est chaud. Lui, il est très très chaud. Dans Ok. sa conduite de balle, dans sa protection de balle, dans ses qualités de frappe, de transversale, de passe. Ouais, d'entrée de jeu, on s'est dit, oulala, lui, il est très chaud. Et Ok. lui, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, c'est-à-dire très discret, gros travailleur, que ce soit avant, après l'entraînement. Et ouais, après 2-3 matchs amicaux, on a compris de suite. On s'est dit, oulala, là, on a une pépite, on a une pépite qui est arrivée. Et on s'est dit, oulala, on va vite lui donner le ballon. Et d'ailleurs, Jean-Luc Gassier, souvent, il nous dit, donnez à la technique, donnez. Et, non, c'était un joueur qui était incroyable, discret, mais aussi bon vivant. Hein. On a quand même passé quelques soirées sympas aussi avec Johan. Euh, donc non, à Bordeaux, enfin, lui, il était très heureux. Il était très heureux. Bien sûr, il était très heureux. Ouais. Après, voilà, il Ok. y a eu un transfert compliqué à Lyon où il est arrivé dans un vestiaire où il y avait d'autres stars. C'était plus lui qui était au milieu de tout le monde. Donc peut-être que c'était peut-être compliqué pour lui, mais en tout cas à Bordeaux, avec nous, il était très heureux. Ok. Ça marche. Bon, revenons-en à toi. On va essayer de parler des autres. Toi, il y a quand même ce truc où tu finis la saison très fort. Parce que voilà, tu t'es imposé, on l'a dit, tu as montré tes qualités. Il y a quand même pas mal d'attentes sur la suite. On a envie de voir la suite. On a envie de voir la saison 2. T'es mis sur le côté quelques temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une blessure dont je suis pas au courant? Est-ce que c'est le coach qui te parle et qui te dit tu n'es pas dans ce début de saison, on fera sans toi? Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que tu es hors jeu un petit peu? Ouais, je me souviens, je crois qu'il y avait Diego Placente Mm. je crois qu'il avait signé cette année-là et Bordeaux était en Champions League. Ouais. Voilà. Euh, et c'est vrai peut-être que c'était peut-être une saison où il disait qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ok. Peut-être qu'il me manquait encore quelques matchs de Ligue 1 ou de Coupe d'Europe pour finir un petit peu le processus, je Ouais. pense. Je pense que moi, je l'ai plus vu comme ça. Je l'ai plus vu comme ça parce que c'est vrai que physiquement, j'ai eu du mal au début parce que d'enchaîner les matchs, je souffrais un petit peu. Et j'ai énormément travaillé en salle, sur le terrain, alors les intermittents, les 15-15, j'en ai bouffé, hein. Mais ouais, c'est un peu. Je pense, moi, je le vois plus comme ça. Ouais, D'accord. je le vois plus comme ça, plus qu'une sanction, pas du tout. Je pense qu'il me gérait. Je pense qu'il savait que sur un genre de match où c'était un peu compliqué défensivement, il savait peut-être que j'étais peut-être pas apte à jouer et je le comprends et je l'ai compris d'ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai travaillé à côté pour ensuite un jour jouer tous les matchs. Collectivement, tu me dis que vous avez passé un cap. Et je suis d'accord, de toute façon, quand on connaît la fin de l'histoire, forcément, on se dit que vous avez passé un cap par rapport à l'année précédente. Mais il y a quand même, sur la phase aller, une défaite à Lyon. Il y a nul contre l'OM, je crois, qui sont deux concurrents principaux. Mm. Est-ce que vous, quand vous sortez de ces deux confrontations, vous évaluez un cran en dessous de ces équipes-là, notamment de l'OL? Ou est-ce que pour vous, vous êtes au même niveau que ces gars-là? Non, je pensais qu'on était au même niveau parce que ça se jouait forcément sur des détails, mais on était vraiment, en plus, on était vraiment sûr de nous, sûr de notre force collective.
Donc non, on n'était pas dans ce mood-là. On se disait, on peut y arriver et on va y arriver. Voilà, on était plus là. On n'était pas à se dire, bon, cette saison, si on arrive à faire 2 ou 3, ce sera bien. Non, C'était non, titre ou non, rien. on savait qu'on pouvait aller où. Ok. On savait parce que on se faisait pas marcher dessus collectivement. On prenait pas non plus il y avait pas il y avait pas un niveau d'écart incroyable entre nous, Lyon et Marseille. Donc non, non, on y croyait. Ok. Je dis ça parce qu'il y a quand même, si tu prends la phase aller, il y a quand même 4 défaites, 5 nuls. C'est un. C'est pas. Je t'en prie. C'est pas la preuve que c'est pas rédhibitoire quand tu fais un début de saison timide, mais je sens moi qu'il y a une grosse différence entre votre première partie de saison et votre deuxième partie de saison. C'est souvent là qu'on dit que les matchs comptent. Toi, dans ta tête, il y a un match référence, un match déclic qui vous lance vraiment ou pas? Je me souviens, mais alors j'ai pas joué sur ce match-là. En deuxième partie de saison, ce match à Toulouse où je crois on perd 3-0, je crois, à Toulouse. Ouais. Et à partir de là, on enchaîne, je crois, je sais plus combien de victoires d'affilée qui nous emmènent au titre. Il faudrait retrouver la stat, je sais plus. Ouais. Il y a eu un déclic ce match à Toulouse, je me souviens. J'y étais pas, mais le lundi, mardi à l'entraînement, on était tous un peu au fond. Mais, mais on s'est dit les choses et on s'est dit c'est pas possible avec la force collective qu'on a, on doit faire mieux. Ouais. Et ça a été un déclic parce qu'après on a enchaîné bon nombre de victoires, bon nombre de victoires et du coup ça nous a amené au titre, quoi. Il n'y a pas eu une discussion, un élément particulier dans ce moment-là qui vous a permis de vous lancer. C'était juste sur le Ouais, terrain. j'en ai pas le souvenir, mais je sais qu'il y a eu une discussion. Je sais que Ok. eux ont eu une discussion dans le vestiaire. Ouais. Ils étaient pas, mais je sais qu'il y a eu une discussion dans le vestiaire et il y a eu des discussions aussi au retour à Bordeaux. Voilà. Mais on était confiants, on était sûr de notre force et c'est ce qui s'est passé parce qu'on a enchaîné, je sais plus combien de victoires d'affilée. C'est ça que je regardais discrètement. Ouais, Il y a eu 10 matchs de suite avec des victoires en veux-tu, en voilà. exactement. Pas un seul Ouais, nul, que des victoires. Que des victoires. ouais, Ça, c'est c'est incroyable. ça. Ok. Ok. Alors, on est obligé d'en parler parce que, effectivement, tu m'as dit qu'Yoann Gourcuff, tu m'as dit qu'Yoann Gourcuff était impressionnant déjà dès le début de saison à l'entraînement. Mais à ce moment-là, on a l'impression que c'est lui, quoi. Alors, autant tu me disais, pour Yoann Mikou, c'était une force collective. Là encore, c'est une force collective. Mais on a l'impression qu'il y a quand même lui au-dessus des autres, de par ce qu'il est capable de faire. J'ai pas besoin de parler du but face au Paris Saint-Germain. T'avais un contact privilégié avec lui sur le terrain. C'était un peu comme à toute proportion gardée, le Zizou Lizarazu qu'on voyait souvent en équipe de France. Toi, il a changé ta façon de jouer ou pas? Je vais dire oui parce que je savais, c'est pas qu'il a changé ma façon de jouer, c'est qu'en fait, je vais même pas dire que je me suis adapté, mais j'ai joué mon jeu, c'est-à-dire de monter sans arrêt dans mon couloir, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais en fait, je savais que le ballon, il allait arriver. Ok. C'est-à-dire que ta course, tu la faisais à haute intensité parce que tu savais que le ballon, il allait arriver au bon moment pour que tu puisses mettre un bon centre pour tes attaquants. Ok. Et souvent, quand il y avait le 1, il y avait le 2 derrière. Tu savais que quand il était à l'opposé, sans te regarder, il était capable de te mettre une transversale dans les pieds. Parce que lui, il savait où tu étais déjà. Ok. Donc forcément, on s'adapte pas. C'est limite lui qui savait comment jouer, où tu étais positionné. Et donc forcément, ça accélérait le truc. Bon, il y a ce titre qui fait pas trop débat. Hein. On va pas commencer à dire qu'il y avait possibilité de le perdre ou que c'était un titre volé. Vous avez tout raflé avec une qualité de jeu qui était. En fait, il n'y a pas de débat sur ce coup-là. Un peu comme un moment, le Lyon de la grande époque où tu discutais pas, c'était une victoire, c'était mérité, c'est comme ça. Là, ça a été un peu votre cas. Est-ce que tu te rends compte de la qualité de ce que vous avez fait au moment où vous arrivez à la fin de cette saison où il faut un peu plus de temps? Non, on a fait quelque chose de grandiose. Hein. On l'a su de suite. On l'a su, on l'a su de suite. Non, on a fait quelque chose de grand. Je me souviens de ce match comme c'était hier. Voilà, la passe D que je fais à Yoann Gourfranc où Yoann Gourcuff me le décale sur coup franc là. C'était ce but-là, je l'ai en tête là depuis que ça s'est passé. Non, on s'est dit qu'on a fait quelque chose de grand. On s'est dit surtout qu'on le méritait. Ouais. Surtout.
Et il y avait une telle osmose dans ce groupe, une telle joie. Je me souviens quand on a fêté ce titre, on était vraiment tous ensemble, solidaires. On a fait la fête ensemble jusqu'à. Je me souviens, on s'est retrouvés à 6 heures du matin au Grand Hôtel de Bordeaux, au petit-déj. On était tous farcis. Et il y avait Nicolas Taverneau qui descendait en peignoir, parce que c'était notre boss à l'époque. Et il nous voyait, il rigolait, il dit ouais, c'est le petit déj, c'est pour moi. Il dit bien sûr que c'est pour toi. Ok. et Très bonne ambiance. et ouais, non, non, on avait une ambiance de fou. Ouais, on faisait souvent même une fois par mois, on faisait des repas tous les jeudis. Ouais. Laurent Blanc nous faisait confiance en disant bon les gars, je vous fais confiance, on joue dimanche, donc du coup je vous laisse jeudi soir faire votre petit repas. Allez, on essaye de rentrer pas plus tard que 2 heures. Enfin, tu vois, Ouais. tout marchait à la confiance en fait. Et comme on lui rendait sur le terrain, on se le rendait aussi en fait. Et en fait, tous ces moments qu'on passait ensemble, on rigolait, on fera des anecdotes, on en a foison. Et en fait, tout ça a fait que tu gagnes ce titre-là et limite, c'était normal, quoi. C'est la meilleure osmose que tu aies connue dans ta carrière, toi? Ouais. Ouais, t'as pas, même s'il y a eu des titres encore plus gros que ça, mais jamais t'as ressenti cette ambiance Ouais, ouais, ouais. de groupe. Moi, je me souviens à cette époque-là, bon, ouais, je sais plus quel âge j'avais, 23 ans, je crois, quelque Ouais. chose comme ça. Et bon, ben 23 ans, vous savez, hein, après les matchs, on aime bien sortir en boîte. Ouais, j'étais plutôt un bon vivant, assez discret dans la vie, la semaine assez travailleur, mais c'est vrai que le week-end, après les matchs, quand tu gagnes, bon, tu sors, quand tu perds, tu sors pas. Et on faisait la réflexion avec des potes là, il y a pas très longtemps, on se remémorait un petit peu les bons moments, et on se disait, ouais. Euh, En fait, on n'est jamais autant sorti cette année-là parce que la période où on gagnait tous les matchs, on sortait tout le week-end en fait. C'était, euh, c'était assez incroyable. Ok. C'était assez incroyable. Et c'est vrai que, et c'est vrai que je me souviens le week-end avant le match à Caen pour le titre. Ouais, avec des potes, on a fait deux trois joueurs que je citerai pas. On a fait une dinguerie, c'est-à-dire qu'on est parti. Je me souviens, on joue le samedi, je sais plus où c'était. Je crois que c'était à Bordeaux contre Monaco, je crois. Je crois que c'était ça. Et le samedi soir, on sort. Le dimanche matin, on prend un avion, on va à Nice pour le Grand Prix de F1 et ensuite le dimanche soir, on fait la clôture du Festival de Cannes. On a fait un week-end, on s'est dit oh là là, on est arrivé le lundi, on est arrivé le lundi à l'entraînement, on s'est dit putain peut-être qu'on a fait une grosse erreur. Ce week-end on joue le match du titre, on s'est dit oh putain. Et puis finalement non, on a fait ce qu'il fallait la semaine, on s'est mis au frigo pendant 5 jours et, et on était et on était et on était présent pour ce dernier match. Bon, tu me parles du petit-déj. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les émotions. Quand on vit des moments comme ça où on a l'impression de marcher sur l'eau, il y a tout qui marche, que ce soit le relationnel, le terrain, tout va bien. Est-ce que quand tu sors de ce titre, t'as la sensation que c'est une fois mais pas deux, que ça va pas être une domination sur plusieurs saisons? Est-ce que vous le ressentez déjà ou pas? Alors le moment où on gagne ce titre à Caen, on se sent honnêtement on se sent fort, Ouais. on se sent très fort. Euh, quand on a joué ce match à Caen, le match était diffusé sur la place des Quinconces que tu connais bien maintenant. Il y avait quasiment, je crois qu'il y avait 80 000 personnes. Donc, il y avait un engouement incroyable, incroyable, un engouement de fou. Et le lendemain, on revient à Bordeaux vers 13h, 14h, on repart à la place des Quinconces pour le trophée et le montrer à tous les supporters. Et pareil, le dimanche, il faisait 35 degrés. Normalement, tous les gens sont à la plage, sur le bassin d'Arcachon. Et là, il y avait quasiment 45 000 personnes qui nous attendaient. Waouh. On a senti vraiment qu'il y avait un réel engouement et qu'on avait fait quelque chose de grand. Ouais. De grand parce qu'on a été champion, mais champion avec la manière. Ouais. Souvent, les gens me Ouais. disaient, mais oh, là, quand je croise des gens, souvent ils me le disent, en plus avec la situation actuelle catastrophique des gens, on a, souvent les gens me disent, oh là là, qu'est-ce qu'on est nostalgique de 2009. Ouais, tu Parce m'étonnes. qu'en fait, on jouait tellement bien qu'on a fait rêver les gens. Et c'est pas, et je suis assez humble, hein, en Ouais, disant ouais, ça, bien hein. sûr, mais c'est une vérité, hein. C'est une vérité. On a fait rêver les gens à cette époque-là. Et les gens m'en parlent encore. Voilà, quand je prends le train, des fois, on prend un petit verre avec les contrôleurs, et ils m'en parlent à chaque fois. 2009. Voilà, les gens pareils
Surtout en plus avec la situation actuelle. Donc Ouais, effectivement, on se sentait très fort. Et sur cette troisième saison avec Laurent Blanc, on fait un début de saison incroyable. bah Je oui, sais pas tout si va t'en bien. rappelles, mais tout va bien. On arrive à la première partie de saison. On est premier avec 7-8 points d'avance. En Champions Et aussi, ça après, roule. ouais, en championne, ça roule de ouf. On gagne tout. On finit même premier du Mhm. groupe avec je sais pas combien de points d'avance devant la Juve, le Bayern. Et Gros, je crois que gros le groupe. troisième, Il c'était y le avait un gros, Maccabi gros Haïfa, je groupe, crois. ouais. Ouais, ouais, on marchait sur l'eau. Ouais. Et puis après, tout s'est effondré. Bah justement, moi c'est on y arrive parce que le titre, c'est toujours joyeux quand on parle des titres et tout. Les mecs, j'ai pas besoin de les lancer, y a pas besoin de questions. Ils y vont, ils balancent tout. Par contre, quand on commence à parler des moments un peu plus complexes, la faut titiller un peu. Alors on y arrive aux moments complexes parce que tu l'as dit, le début de saison. Quand vous partez, là, on se dit, mais waouh, ça y est, ils vont nous refaire ça. Le titre, c'est pour eux, encore une fois. De toute façon, ils sont trop au-dessus. Ils sont intouchables. Et moi, ma question, c'était même, j'attendais de voir la Champions. Parce que quand on voit le groupe dans lequel vous tombez, avec le Bayern, avec la Juve, tu te dis, bon, ils vont. Là, on va avoir face à eux des gros bonhommes. On va voir si c'est au niveau européen ou pas. Et boum, vous êtes premier, point d'avance sur la Juve et le Bayern. On se dit, bon, bah ça y est, en fait, ils sont vraiment aussi forts que ce qu'on croit. Il n'y a pas un sentiment d'infériorité par rapport à la Ligue 1. On sent vraiment que vous êtes aussi fort que ce qu'on croit. Et puis boum, on a l'impression que je sais pas, on a oublié de mettre une pièce dans la machine, il y a un moment où ça passe pas. Est-ce que vous, de Ouais. l'intérieur, vous sentez que vous êtes émoussé, qu'il y a un truc qui casse petit à petit? Comment vous le vivez, vous? Moi, je l'ai senti, hein, c'est mon opinion. Je pense que, parce que souvent les gens disaient oui, les joueurs sont plus derrière Laurent Blanc parce qu'il va aller en équipe de France. Ouais, ouais. Honnêtement, je l'ai absolument pas senti. On savait qu'il y avait des rumeurs, on savait que sans doute peut-être qu'à la fin de saison il y allait et tout, mais c'est absolument pas ça moi qui personnellement qui a fait que c'était un petit peu la descente aux enfers. Je pense que surtout, c'est mon point de vue, on n'avait plus de gaz, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on avait plus de gaz. C'était souvent les mêmes joueurs qui jouaient. Je pense que physiquement, on était un peu émoussé. Mhm. Tactiquement, on était aussi beaucoup plus attendu. C'est vrai C'est-à-dire qu'on aussi. avait une façon de jouer qui faisait que on passait énormément sur les côtés. C'était un peu tout le temps un peu la même chose. Et, euh, et les équipes nous attendaient un petit peu plus. Comprenaient un peu la façon dont on jouait, bloquaient énormément les côtés. Et c'est vrai que par moments, on s'est senti un peu bloqué et on avait du mal à trouver la clé. Hmm. On avait du mal à trouver la clé pour gagner des matchs, alors qu'avant, avant tout roulait. Mais je pense que oui, c'est ça. Je pense que c'est plus une question. On était émoussé physiquement et beaucoup plus attendu tactiquement. Donc il n'y a pas eu de ressort mental, il n'y a pas eu de déclic mental dans le mauvais sens du terme pour toi. C'était plus physique. Ouais, moi je pense que c'était plus ça a été plus physique parce que euh, il y a eu des moments où il y a eu un sursaut d'orgueil, que ce soit même en Champions League, hein, on a quand même malgré tout réussi un petit peu Mhm. à élever le niveau, mais après arrivé le week-end, on était mort. Moi je pense que on était moussé. On était moussé, beaucoup plus aussi attendu tactiquement. Moi je pense que pour moi c'est la raison. Et c'est mon point de vue. Mais après, en plus, il y a une certaine logique là-dedans, hein, parce que le club n'était pas forcément préparé à enchaîner derrière un aussi haut niveau. Tu sais, ça se construit quand même saison après saison. Le Bien fait de sûr. répondre présent au championnat, juste après le titre encore, et d'enchaîner avec un haut niveau en Champions, c'est clair que si t'as pas le banc ou l'effectif qu'il faut derrière pour essayer de soulager tes gars, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, on arrive donc à ce match, cette demi-finale contre l'OL. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle, il y a une petite sensation dans ton corps ou pas du tout? Est-ce que c'est complètement digéré? On s'est pas digéré parce qu'ils étaient pas meilleurs que nous et je pense qu'on aurait pu se qualifier. Voilà. S'ils avaient été meilleurs que nous, ils nous auraient mis, ils nous auraient fait danser tout le match. Je vous aurais dit, bon non, pas de regrets, rien à dire. Mais là, oui, des regrets parce que au match aller, même moi, je me fais lober et Bastos récupère le ballon et marque. Moi, c'était aussi une petite erreur de ma part. Il y a aussi ce penalty de Mathieu Chalmé qui tacle. Bon, un peu aussi discutable. Et puis ce match retour où on se sent un peu volé, tu vois. Où on a poussé, voilà, on sentait qu'on pouvait y arriver. Je pense il nous manquait peut-être 15-20 minutes de plus pour y arriver.
Ouais. C'est vrai que ça se joue à rien, C'est un parce que peu. j'ai énuméré les moments forts. Alors, il y a effectivement cette erreur d'appréciation de ta part où Bastos, Ouais, derrière, il fait le job. ouais, Après, comme on dit, la championne, surtout à ce niveau-là, ça joue sur des détails. exactement. Ouais. Euh... Elle t'a hanté longtemps cette action ou pas? Ouais. Là, j'y pense encore, là, je l'ai dans ma tête, hein. Ah ouais, c'est vrai? Je sais exactement comment j'ai sauté, j'ai décollé quand je me regarde les images, je dis, c'est pas possible. J'ai décollé de 10 centimètres. Je dis, mais comment j'ai fait pour sauter comme ça? Je me suis mal positionné, j'ai mal orienté mon corps, j'ai même pas sauté. Et là, après, Bastos, il arrive, il trucide Canas. Ouais, il lui a pas laissé une Donc, chance. ouais. Donc, oui, non, cette action, je l'aurai toute ma vie dans ma tête. Ok. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est quand même une perf de fou parce que revenir en Champions après la saison du titre, terminer en demi-finale, enfin en quart, c'est quand même costaud. Alors évidemment, ça a toujours, même du côté de l'OL, hein, eux ils l'ont pris, ils le prennent, hein, mais il y a toujours eu ce truc de ouais, on a enfin réussi à aller jusqu'en demi, mais on a tapé un club français. C'était pas un club, tu vois, il y a eu le Milan AC, il y a eu plein de gens avant. Ça aurait été pour eux un peu plus beau de le faire face à un autre club. Et c'est vrai que même pour nous, supporters de la France, c'est dur de voir deux clubs de ton pays Ouais, c'est compliqué. qui se barrent la route. Mais bref, effectivement, cette action, elle a quand même été compliquée à digérer. Ok. Sur la fin de saison. La fin de saison, donc tu l'as dit, il y a le départ de Laurent Blanc qui est acté. Il y a le départ de Gourcuff aussi qui est acté. Tu fais partie des hommes forts de cette équipe. Avec, tu l'as dit, t'es pas un gamin de 20 ans. Tu as quand même déjà, on l'a dit, 23. Donc tu rentres dans même presque 24. Tu es dans l'orée de ta carrière, enfin dans l'âge d'or, entre guillemets. Tu penses à partir, toi, ou pas? On commence à se poser un peu de questions parce qu'on se dit est-ce que c'est une fin de cycle? Oui, clairement. Ouais, clairement. Il y avait eu l'année d'avant, non, c'est cette fin de saison, je crois. Ouais, cette fin de saison, et cette fin de saison où on me propose Marseille, je crois. Ouais, Ah ouais? je crois que c'est cette saison. C'est quand, je me souviens plus dans la temporalité, quand Jérémy Morel signe à Marseille. C'est quand? Je crois que c'est, Je vais te dire ça tout de je suite. crois que c'est, ouais, je crois que c'est 2010, je crois. C'était, Morel à Marseille. Parce que du coup, c'était vous deux qui étiez en. Vous étiez tous les deux en concurrence, entre guillemets, pour prendre le poste. ouais, Ok. Il me semble que c'est 2010, effectivement. ouais, c'est là. Donc c'est la fin de saison. Ouais. Ouais, c'est la fin de saison et ouais, effectivement, je me souviens, il y avait eu Didier Deschamps et José Nigo qui m'avaient appelé pour signer à l'OM et moi, j'étais pas très chaud. Moi, je voulais rester à Bordeaux. Puis je suis malgré tout un supporter des Girondins. On sait qu'il y a toujours cette petite rivalité Ouais, avec toujours. Marseille. Et puis non, puis j'avais encore envie de rester au club. J'avais encore envie de rester au club parce que même si Gourcuff était parti, après il y a Soulé aussi qui est parti aussi. Il y avait encore une base qui était là. Aloudi était encore Mhm. là. Et donc non, ça me met un petit peu, oui, il y a quelques idées peut-être de départ, mais pas plus que ça en fait. T'as pas regretté d'être resté. Alors, petite correction, Jérémy Morel, c'est en 2011 qu'il signe, donc c'est l'année d'après. D'accord. Mais toi, tu n'as pas regretté de rester, même après quand tu vois la saison, elle est un peu moribonde, la saison de Bordeaux, par rapport aux standards qui Ouais. avaient été mis en place depuis 3 saisons à ce moment-là. Il y a une Coupe de France quand même. Attention, respectons-la. Mais est-ce que toi, tu as regretté en te disant j'ai raté le coche, j'aurais dû partir plus tôt? Non, parce que je vais être honnête avec toi, j'ai eu pas tant de propositions que ça en C'est fait. vrai? C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Non, j'ai pas eu tant de propositions que ça parce qu'il y avait toujours un peu les clubs, ils se disaient super joueur techniquement, offensivement, mais défensivement c'est compliqué. Ah C'était ouais? un petit peu ouais, il y a pas mal de clubs j'étais beaucoup dans des shortlists, hein, mais j'étais jamais le premier en fait. J'étais toujours au 2, 3, 4. J'étais jamais trop dans les shortlists et j'ai pas eu tant de propositions que ça. Et donc, non, j'avais eu juste la proposition de Marseille, Ouais. mais voilà, j'avais décidé de rester au Girondins. Et puis oui, après, l'année où on gagne la Coupe de France avec Francis Gillot, je sens que c'est peut-être le moment. Ok, que t'as Ouais. entre guillemets bouclé la boucle avec ce club-là, t'as un peu tout gagné en Ouais, je plus. me suis dit, Ok. j'ai tout gagné avec les Girondins de Bordeaux, Trophée des Champions, Championnat de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Je me dis, c'est sans doute le moment. Et là, pareil, pas énormément de propositions. Il y avait eu Tottenham, mais j'étais en choix numéro 2 ou 3. Et après, il y avait eu des clubs français, mais j'avais envie de voir autre chose. Et après, il y a le Dynamo de Kiev qui arrive. Et j'ai dit, vas-y, on y va.
On y va. C'est une nouvelle expérience, nouveau pays. On y va. Mais donc, du coup, alors, question de temporalité. Tu me dis qu'en 2010, tu me dis qu'après le titre, pardon, en 2009, non, il y a eu le titre, c'est l'année d'après. Donc en 2010, tu ne pars pas, finalement tu restes. C'est exactement à ce moment-là que tu es en discussion avec l'OM ou finalement c'est en 2011 quand Jérémy Je crois Morel. que c'est 2011 que C'est je 2011, d'accord. Mais du coup, alors c'est parce qu'ils choisissent Jérémy Morel que toi ça ne se fait pas, ou là encore tu es entre guillemets numéro 2 sur la liste, ou est-ce que toi il y avait d'autres soucis? Non, non, avec l'OM, j'étais en numéro 1. J'étais dans la shortlist. Et pourquoi toi tu n'y vas pas? Pourquoi tu n'y vas pas? Parce que La rivalité dont tu me parlais? il y avait la rivalité avec l'OM, même si voilà, Marseille, c'est un très grand club avec un public de fou. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de jouer à l'OM. Hein. Franchement, on l'a encore vu cette saison. Ouais, Hein. c'est clair. Le stade est plein, il y a une ambiance de fou, il est vivant. Non, c'est un très grand club l'OM. Mais moi, j'avais plus envie de partir à l'étranger aussi. Ok, Donc, ça se comprend. Hein. donc je me suis dit non, je reste à Bordeaux, je suis bien à Bordeaux. Il peut y avoir aussi un nouveau challenge. Donc non, pas. Ok, Si je pars, ce sera à l'étranger, pas en France. ok. Alors Dynamo Kiev, tu me dis qu'à ce moment-là, tu as des discussions avec Tottenham où pareil, tu es numéro 2 ou 3 sur la liste. Ouais. Est-ce que Bordeaux aurait pu être le club de ta carrière où tu restes tout le temps ou pas? À ce moment-là, hein, et évidemment là aujourd'hui c'est autre chose, mais à ce moment-là, est-ce que toi tu te dis que potentiellement ça peut être le club de ta carrière? Parce que je vais pas manquer de respect au Dynamo Kiev, hein, mais nous, quand on est fan de foot français, qu'on voit la Ligue 1, je suis le premier à me dire, je vais parler pour moi, hein, pourquoi il va au Dynamo Kiev? Pour moi, si tu partais, c'était soit plus fort en France, Marseille potentiellement pouvait rentrer à l'image du club, pouvait rentrer là-dedans, Lyon, etc. Soit voilà, plus haut, autre challenge, même club équivalent. Hein. Mais tu vois, quand tu signes à Séville, je te voyais partir de Bordeaux pour un club tel que Séville, voilà, qui joue les premiers rôles, bon, pas les premiers rôles parce qu'il y a le Barça et le Real, mais qui joue le haut de tableau en tout cas en Liga, qui joue les Coupes d'Europe tous les ans. Je te voyais partir pour ça. Et je trouve que ça atteste du niveau que tu avais en tant que joueur. Pour moi, c'était plus haut, rien. Quand tu pars au Dynamo, alors il y a certainement des éléments que tu vas me raconter que j'ai pas, mais est-ce que toi, tu as cette sensation-là d'aller dans un club qui n'est pas forcément plus fort que celui dans lequel tu étais? Je pense que quand je vais au Dynamo Kiev, je me dis que le Dynamo de Kiev, au moment où je signe, avec les joueurs qui sont arrivés, c'est une équipe qui sera plus forte que les Girondins. Ok. J'ai été convaincu par le discours du président, Mhm. parce que c'était un peu une année charnière avec Dynamo où ils voulaient vraiment reprendre le titre sur le Shakhtar. Donc ils avaient fait de gros investissements. Je vais pas te mentir que financièrement c'était très intéressant aussi. Ouais. Voilà. Et il annonce Younes Belhanda, il annonce Dieu merci Mbokani. Il y avait Dragovic aussi, l'Autrichien. Il y avait qui a joué à Leverkusen. Il y avait Diermen Lens qui arrivait des Pays-Bas, pareil international. Donc gros recrutement pour entre guillemets être champion et faire une bonne campagne Europa League sur l'Europa League pour après enchaîner sur la Champions. Ouais, gros C'est projet. vraiment le projet du président. Hein. Moi je suis pas arrivé là en me disant je connais personne, il n'y a pas de projet. Non, là ils avaient fait un gros recrutement. Et donc du coup effectivement j'étais convaincu par ça. Mais lorsque j'arrive au Dynamo, la problématique qui a été pour moi, c'est que je signe, je crois, en juillet, je crois, et eux avaient déjà commencé le championnat. Donc ça veut dire, ils avaient déjà fait leur préparation ensemble, un mois de vacances, donc il faut que je fasse une préparation. Et donc là, du coup, je me suis entraîné 2 semaines à part, et après j'ai intégré direct l'équipe, et au bout de 3 semaines, j'ai fait mon match de championnat, ce qui se fait jamais, quoi. Normalement, tu fais quasiment un mois, 1 semaine de préparation pour être au top et enchaîner. Ouais. Et du coup, en fait, voilà, je joue les 2-3 premiers matchs, très bon niveau, bien, mais après, je me suis effondré. C'est-à-dire que physiquement, j'avais plus de jus. C'est-à-dire que, on le dit souvent, hein, tu fais ta préparation, ça va te conditionner ton année. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est une préparation qui va te permettre de tenir tout au long de l'année. Et en fait, moi, avec une préparation tronquée de 2 semaines, ben, du coup, après, j'étais moins bien physiquement, du coup, moins bien dans les matchs. Ben, après, l'entraîneur, il a choisi quelqu'un d'autre. Et
en gros, de septembre jusqu'à décembre, c'était très compliqué, puisque j'étais sur le banc à chaque fois. Il te parle, le coach, ou pas du tout? Oui, il me parlait, mais c'était compliqué. J'avais pas de très bon rapport aussi avec lui, parce que tactiquement, c'était pas un projet de jeu qui me parlait, alors que lui, le président, voulait une équipe offensive et tout, et lui, il le faisait, mais sans trop le faire aussi. Donc on était un peu en contradiction sur deux, trois points. Puis après, il a eu raison, puisque après physiquement j'étais moins bien, donc moins performant sur les matchs. Donc après, il me fait plus jouer et donc là-bas après en Ukraine, on est en vacances, on a un mois et demi de vacances à Noël. Ouais. Et donc je dis à mon agent, là, il faut qu'on trouve une solution. J'ai envie de rejouer au football et le dernier jour du mercato d'hiver, il y a La SSE. il y a Fawzi qui part à Naples, Ouais. de Saint-Etienne à Naples et à Goulam. Et du coup, moi, je le remplace pour 6 mois là-bas. Ok. Et il te fait du bien parce que je vois le temps qui file, on va pas. Faut qu'on accélère. Mais qu'est-ce qui t'apporte ce passage à Saint-Etienne? C'est surtout une reprise de confiance, c'est te remettre bien athlétiquement, c'est tout ça? Reprise de confiance totalement, c'est-à-dire que là, je signe, je crois, fin janvier. Donc ça veut dire que mois de janvier, j'ai fait la grosse préparation avec le Dynamo de Kiev, Ouais. puisque on refait une préparation. Donc je suis arrivé, j'étais à 100% de mes moyens, physiquement j'étais au top, j'avais fait une vraie préparation. Et je me souviens, premier match avec Saint-Etienne à Toulouse, je crois qu'on fait match nul. Et Christophe Galtier, le coach, il vient me voir, il me dit, putain, je pensais pas que tu étais aussi fort physiquement. Je volais. Et donc j'ai fait 6 mois, 4 mois de folie. Et je suis appelé dans les réservistes pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde 2014. C'est incroyable parce que je l'entends maintenant avec le projet qu'on te vend. Et c'est vrai que quand tu m'énumères les signatures des joueurs qui arrivent, effectivement, tu as envie d'être de ce groupe-là, tu as envie d'être de cette équipe-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'au moment où tu pars des Girondins, pour moi, tu fais partie du groupe élargi de l'équipe de France. Alors, il y a des fois tu viens, des fois tu viens pas, mais tu fais partie de ce groupe-là. Ouais. Et que ce soit en allant à Saint-Etienne que tu retrouves l'horizon équipe de France, ça me... Même quand je préparais ta venue dans l'émission, je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ce soit en étant à Saint-Etienne qu'il retrouve l'équipe de France? Mais c'est beau, comme quoi quand tu bosses, peu importe le club où t'es, t'as tes chances. Ouais, bien sûr. Puis après, Didier Deschamps, il était quand même assez ouvert. Il regardait les performances de tout le monde. Il faut pas croire, il regarde tout le monde. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, ça, il y a aucun doute sur ça. Et donc pour Séville, comment ça se fait? Parce que tu appartiens toujours au Dynamo? Ouais, du coup, je reviens à Kiev. Mhm. Donc là, pareil, je fais la préparation avec eux. Changement d'entraîneur, c'est Sergei Rebrov qui reprend l'équipe. Donc lui, de suite, il pose des conditions. Il me dit non, Benoît, je veux que tu restes. Ok. Moi, je prône un jeu offensif, donc tu restes. Donc effectivement, je fais la préparation avec eux. Ça se passe très bien. Je joue les 3-4 premiers matchs de championnat. Top. Et après, mon agent, il m'appelle et me dit, il y a Séville. Il y a Moreno qui part à Liverpool. Ouais. Et il me dit, ils ont besoin d'un latéral gauche. Pour être en concurrence avec Navarro, qui était plus en fin de carrière. Donc voilà. Et je lui dis, ok, on y va. Et j'y vais pour moins d'argent. C'est vrai? Tu baisses ton salaire? Ouais. Ah, je baisse mon salaire, ouais, complètement. Ok. Oui, je baisse bien mon salaire. Ouais, Ok. je baisse mon salaire. Ouais, je pense que j'ai dû perdre au moins, peut-être un bon quart, voire un tiers. Ah ouais? Ouais, un bon quart. Ouais, un bon quart. On peut dire un bon quart. Ouais. Ah, c'est drastique quand même comme baisse de salaire. Ouais, un bon quart. Ouais, je pense que je perds un bon quart. Mais voilà, c'est Séville, il venait gagner l'Europa League. Il disait aussi que là-bas, ça marche aussi au mérite. Donc, vous faites une grande saison, vous pouvez avoir des grosses primes aussi en fin d'année. Donc voilà, moi j'y suis allé vraiment pour le challenge. Après, j'avais quand même un salaire assez confortable, mais c'est vrai qu'il y a eu une belle baisse de salaire de Kiev à Séville. L'adaptation, elle est comment là-bas? Parce que du coup, tu as quand même une expérience, ta première expérience à l'étranger, finalement, elle est compliquée. Parce qu'il y a plein d'éléments, il y a plein d'arguments, il y a plein d'explications qui fait que tu peines quand tu es au Dynamo. Mais c'est quand même ta première expérience à l'étranger, donc pas forcément facile de replonger dans le bain, de repartir pour un truc ailleurs. Surtout que quand tu reviens en France, tu retrouves l'équipe de France. En tout cas, tu retrouves le niveau qui te permet d'atteindre l'équipe de France. Donc, moi, si je me mets à ta place, et même de ton entourage, je me demande, est-ce que vaut mieux pas rester en France? J'aurais cette hésitation. Toi, tu l'as pas du tout? Non, je l'ai pas du tout parce que
Parce que Séville, c'est reste Séville, c'est reste un club qui a gagné une Europa League, et c'est aussi un club qui jouait. C'était un jeu assez offensif. Il y avait aussi il y avait quelques Français là-bas, donc et puis ça reste l'Espagne. L'Espagne, ça fait rêver. Moi, je suis un grand supporter du Barça, donc voilà, l'Espagne, ça restait toujours dans un coin de ma tête, donc forcément, moi, j'y suis allé direct. Après, il y a eu une adaptation aussi quand même, parce que c'est un autre championnat. Avec Unai Emery aussi, c'est aussi compliqué. Il faut aussi adhérer à sa tactique, au projet de jeu qu'il a. Mais voilà, je me suis quand même assez vite imposé. Je me souviens, je suis arrivé 2 ou 3 semaines après, j'étais titulaire. Dès ta première saison, on va parler de Unai Emery parce qu'on va faire un petit bilan, mais dès ta première saison, tu dis il y a une adaptation. Tu retrouves quand même une équipe dans laquelle tu joues beaucoup, qui finit 5e à 2 petits points de l'Atlético. Ouais, Pour rappeler le rapport de France, l'Atlético, en gros, c'est un peu le champion d'Espagne si ouais, t'enlèves les deux monstres. exactement. Ouais, Donc c'est quand même une grosse perf. Il y a l'Europa League ouais. également. C'est quoi? Parce que tu me dis il y a une adaptation. Sur le papier, on la voit pas, l'adaptation. Alors, dis-moi un petit peu parce que Ouais, j'ai du mal à c'est une comprendre. adaptation de l'ombre, c'est-à-dire que ça c'est le travail que personne ne voit, c'est ce qu'on fait à l'entraînement, c'est-à-dire que moi je suis arrivé, conditions de travail d'entraînement beaucoup plus dures que ce que je l'avais connu auparavant, Ok. clairement. Moi je suis arrivé à Séville, c'était 1 heure de salle avant l'entraînement, entraînement qui durait très longtemps, 1 heure et demie, parfois 2 heures, et après il pouvait y avoir aussi encore un peu 20 30 minutes de salle. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais absolument pas eu des repères comme ça en fait. Ok. Donc physiquement, ça a été très très dur parce que voilà, moi j'en ai parlé là quand on a fait le documentaire sur l'équipe là sur accord perdu par rapport à ma blessure au genou. Cette blessure au genou, elle intervient l'année du titre en 2009 à Bordeaux. Ok. Et on aperçoit une petite fissure au ménisque externe. Le doc me dit surtout ne faut pas qu'on t'opère, on va te gérer. Le doc de Bordeaux me dit on va te gérer. C'est-à-dire qu'à l'époque je pouvais faire la dernière année avec Laurent Blanc, je pouvais faire peut-être que 2 3 entraînements par semaine. Ah Il me ouais? gérait. Ouais, ouais, il me gérait. Il me gérait parce que j'avais énormément mal au genou. Ça, c'était vraiment la dernière année. Mais pourquoi on te dit on te Ah, gère? ben, Pourquoi il te dit, le doc, il te dit faut pas qu'on t'opère, c'est par peur de te perdre pour la saison? non, parce qu'en fait, c'est toujours compliqué d'opérer le ménisque externe. Ok. Souvent, quand on coupe un petit morceau, ça peut être encore plus handicapant qu'avant. Ok. D'accord. C'est ce que m'a expliqué le doc. Il a raison parce que finalement, en me gérant, j'ai réussi à jouer sans trop de douleur et parce que je m'entraînais 2 3 fois par semaine. Quand je suis arrivé à Kiev, j'ai réussi un petit peu à le gérer aussi. À Saint-Etienne avec Christophe Galtier aussi. Euh, mais à Séville, c'est différent. Séville, c'est différent parce que là, à Séville, à l'entraînement, c'était la guerre Ah tous ouais? les jours. Ah, c'était la guerre. C'est-à-dire que là, le groupe vivait très bien, on rigolait tous ensemble et tout, mais à l'entraînement, t'avais peut-être 20 22 joueurs potentiellement titulaires. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que Ok. tout le monde était au même niveau. Ok. Donc il fallait s'entraîner. Il fallait s'entraîner et la deuxième année, mon genou, il tenait plus. J'avais demandé 2 3 fois si je pouvais couper un petit peu, mais non, Naïmri, il voulait vraiment que je m'entraîne. Et puis après, voilà, il y a eu ce coup-ci où j'ai fait beaucoup d'infiltration, ce que j'applique dans le doc. Donc autant d'infiltration en une saison font que après, au bout d'un moment, le genou il tient plus et puis est arrivé ce qui est arrivé, quoi. C'est quoi beaucoup d'infiltration? Parce que nous, le mot infiltration, c'est vrai que ce documentaire de l'équipe a permis d'éclaircir un petit peu tout ça. Mais le mot infiltration, aujourd'hui, nous, quand on est fan de foot, limite, on se demande pourquoi c'est pas fait plus souvent, quoi. T'as un bobo, t'as une infiltration, t'as une incertitude, Ouais, t'as une infiltration. C'est quoi beaucoup d'infiltration sur une saison? ouais, parce que une personne lambda ou même un footballeur, il peut peut-être faire 1 ou 2 infiltrations par an, peut-être même 3. Mais moi, effectivement, je crois que j'en ai fait au moins 6 ou 7, quoi. Ok. En l'espace de 1 an, et c'était trop. Parce que c'est une espèce d'infiltration, c'est des corticoïdes, quoi, qui est un peu un cache-douleur, et donc du coup ça grignote un peu le cartilage, c'est pas bon pour le genou, et ça a pas manqué, puisque moi je me souviens cette demi-finale d'Europa League face au Shakhtar, à un moment donné je dis au coach je peux plus, parce que avant le match déjà mon genou il faisait cloc cloc cloc, c'est ce que je dis dans le reportage, il était rempli d'eau, j'avais mal, il faisait que claquer, je me suis dit mais comment je vais faire pour jouer?
Après, avec l'adrénaline du match et tout, vous jouez, vous tenez. Et je crois que c'est quoi, la 75e ou 80e, je sors parce que je peux plus. Et le lendemain, on fait l'imagerie et on voit que le ménisque, il est complètement déchiré. Complètement déchiré. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On t'opère. Donc, je me fais opérer. Et quand je me fais opérer, donc on me coupe un petit morceau du ménisque, et bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus de cartilage. Vraiment, le genou, il y a un peu de cartilage et le ménisque permet un peu de faire tampon. Et là, il y a sur mon côté gauche du genou, j'ai plus de ménisque, plus de cartilage. En fait, t'as tes deux os qui tapent l'un contre l'autre, quoi. Exactement. Et en fait, on a vu ça quand ils m'ont opéré. Donc là, on m'opère, on se dit mais non, ça va aller, tu vas revenir. Et puis finalement, je reviens jamais. J'arrive même pas à faire un entraînement ma dernière année à Séville. Et donc après, voilà, j'essaye de tenter. Je fais une deuxième opération, une troisième opération quand j'étais en fin de contrat tout seul à Bordeaux. Et puis non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Donc en fait, tu te dis, t'as espéré et finalement tu te dis en fait merde, putain, mon dernier match c'était en demi-finale d'Europa League contre le Shakhtar et je le savais pas. Ouais, ça c'est dur. Ça c'est dur parce que tu le sais pas en fait. Ouais. Tu sais pas que c'est ton dernier match. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Alors, et en plus sur cette période-là, je loupe l'Euro 2016 parce que j'avais de grandes chances d'être en groupe. Bah oui, parce que t'es ultra performant avec Séville. Exactement, ouais. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, j'ai plusieurs questions quand même. Parce que là, tu me parles de tout ça, tu me fais une synthèse. Mais le temps, il s'écoule pas aussi vite que tes phrases. Donc, pour moi, quand tu vis ça, il y a des étapes, il y a des échelons. Tu me dis que dans tous les clubs avant Séville, tu as pu gérer. Moi, cette info, elle me surprend. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand je vois le football, le haut niveau, la concurrence qu'il y a, je me dis pourquoi un club va recruter un mec qui doit gérer, comment il le tolère. Est-ce que, même si je me rends compte qu'une fois qu'il a signé sur la première année, l'année d'après, je ne fais pas venir quelqu'un d'autre, tu vois, je me mets dans la tête d'un employeur, en fait. Je me dis, si j'ai un gars qui est là, entre guillemets, 75% du temps, pourquoi je le paye comme un mec qui est là à 100% et que je pourrais avoir un mec à 100%? En gros, je me dis ça. C'est bête et méchant, mais je me dis ça. Ouais. Toi, alors, tu me dis que ça a été accepté. Ça veut dire que, quand même, dans le monde du foot, ça existe. Tant que tu es performant le week-end et que tu valides, entre guillemets, le fait de te faire venir et ta place dans l'équipe, en gros, on ne se pose pas la question. Pourquoi est-ce qu'à Séville, il ne l'entend pas, au point de te foutre en l'air finalement? Parce que les infiltrations, là, toi, tu n'incrimines personne. T'as raison, tant mieux en plus si c'est comme ça dans ton esprit. Mais tu parles à ton coach, tu lui dis comment tu gérais ta carrière avant ça. Apparemment, c'était pas plus mal parce que ça l'a séduit au point qu'il veuille te recruter. Donc c'est que tu faisais pas du mauvais boulot. Ouais. Tu lui dis j'ai mal. Bien sûr. Je peux pas, j'ai mal. Même si tu as essayé de cacher la misère par rapport à la concurrence, tu dis j'ai mal. Lui, il te dit non, faut que tu t'entraînes. Comment on arrive à cette discussion? On arrive où, c'est ce que j'explique aussi dans le documentaire, c'est que je pense qu'à un moment donné, je me suis pas affirmé. J'ai pas dit non. Alors que j'aurais dû dire non. Ok. C'est ça la vraie problématique. Dans le documentaire, on voit que Lizarazu, il peut ne pas se faire opérer avant ce final de Champions League. Lui, il dit non. Je la rate, c'est pas grave, mais je me fais opérer parce que je vais en avoir besoin. Je vais pas jouer avec un genou complètement défoncé. Et moi, je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être dû plus aller au conflit en disant non, je peux pas. Non, je m'entraîne pas. Parce que peut-être que j'aurais été écarté. Après, avec des si on refait le monde, hein, tu sais comment ça se passe. Mais peut-être qu'aussi, j'aurais peut-être pu durer un petit peu plus longtemps dans le foot. Je sais pas, t'essayes un peu de comprendre. Hein, ouais, après, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui. Il faut que même les jeunes joueurs, à un moment donné, on connaît notre corps, on sait comment on est, on sait comment on réagit. Par moment, quand on peut pas, il faut le dire. Il faut dire non, stop, je peux pas. Je suis en train de bousiller mon genou, je peux pas. Et c'est vrai que j'ai eu la chance à Bordeaux d'avoir un super doc, d'avoir un entraîneur, Laurent Jean Gassi, qui ont été à l'écoute. Et voilà, c'est vrai que par moment, il me laissait, je m'entraînais que 2-3 fois parce qu'il savait que le week-end j'étais performant et qu'il fallait ça. Ouais. C'est ça. Okay. Et par contre, oui, t'avais un entraîneur comme Unai Emery, non, lui, il voulait que tous ses joueurs soient sur le terrain. Parce que c'était comme ça, c'était tac, 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 tac. Donc après, voilà, il y a une problématique aussi. Moi, j'en ai beaucoup voulu, j'en veux beaucoup moins aujourd'hui parce que il y a des problématiques aussi, entre guillemets, pas des problématiques, mais c'est une pression économique. C'est-à-dire qu'il y a une pression de résultat, donc il faut que tes joueurs, tes meilleurs joueurs soient sur le terrain. Donc par moment, on pousse un petit peu
Et voilà, après, il y a une certaine période de la saison où par moment il me faisait plus jouer les matchs à l'extérieur, mais c'était trop tard en fait. Ok. Il y a une période où il me laissait un peu plus au repos, mais c'était trop tard. Et les médecins du club? Parce que là, tu me parles d'Unai Emery, d'accord. Il y a quand même des médecins du club, un entourage médical autour du club. Quand tu me dis qu'une personne lambda peut faire 2 à 3 injections maximum par an, et que tu as un joueur qui se présente pour des injections jusqu'à 6 fois par an, tu es quand même au double de la ration prise en temps normal, voire plus. On se pose pas de questions? On t'avertit pas? Bon, écoute, moi, je veux bien te la faire, l'infiltration. Par contre, là, franchement, il y a des gros risques pour que ton genou il parte en vrille. Non, on te le dit pas ça. Ah, mes souvenirs, non. Je l'ai pas eu et je pense aussi que euh, même par moment, tu te dis, putain, coach, j'ai mal, est-ce qu'on peut faire une infiltration? Ouais, il me dit, si tu veux, on peut la faire. Mais et je pense que même moi, je suis rentré dans ce jeu-là, en fait. Ouais, Alors, j'aurais pas dû. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois. T'as tellement envie de jouer que par moment, te dis ça et en fait, personne m'a stoppé aussi, en fait. Hmm. Donc, en fait, je pense qu'on est tous responsables. On est tous responsables, que ce soit Non, le doc, c'est clair, et, évidemment, et, évidemment. et même moi, parce qu'à un moment donné, même moi, j'aurais dû m'écouter. J'ai dit non, il faut que j'arrête. À un moment donné, il faut que j'arrête. Il faut arrêter. Mais t'as envie de jouer en fait. T'as envie de jouer parce qu'il y a des grosses échéances et tout. Et il y a aussi personne qui m'a dit non, stop, on stoppe tout. C'est ça, mais c'est ça, moi, qui m'interpelle, parce que, bon, d'accord, toi, t'es un joueur, t'as la tête dans le guidon, t'as envie de jouer. T'as ta responsabilité, hein. De toute façon, t'as totalement raison de le dire, faut assumer, t'as ta responsabilité. Mais t'as quand même des gens qui sont censés être compétents pour te dire stop, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. Tu vois, par exemple, j'ai visité le centre de formation de Rennes. J'ai eu la chance Ouais, On me présente le bureau du doc, mais c'est un sanctuaire, le truc. C'est-à-dire que c'est une porte normale, hein. Il y a rien de particulier, hein. ouais, Mais juste, quand tu passes devant, il y a une ambiance, il y a les mecs qui te disent ça, c'est le bureau du monsieur, ça. Alors évidemment, c'est le joueur qui a le dernier mot, hein. Si le joueur dit je joue, je joue. Mais ouais. tu sens que le pouvoir de décision, la vie de l'homme est hyper important. Et là, dans ton cas, j'ai l'impression que tu n'es pas censé être qualifié médicalement parlant pour répondre et Exactement. gérer ce genre de choses. Tu dois avoir un vrai conseil, un vrai état des lieux. Après, tu décides de jouer, tu joues. Mais un vrai quand même état des lieux et une information sur la gravité de la situation. Non, non, mais totalement, totalement. Et c'est vrai que sur ça, j'ai absolument Ok, pas été informé. ok. Et c'est vrai que après, on- le docteur, c'est ça le problème. Certains docteurs dans les clubs, ils ont aussi une certaine pression d'en haut. Bah oui. Et du coup, il te voit pas comme un patient, en fait. Hmm. C'est ça le problème. Ce Il serait te grave. voit pas comme un patient. Moi, quand j'ai fait ma dernière opération du genou à Libourne, à Bordeaux, euh, le mec, il m'a vu comme un patient. C'est-à-dire qu'il m'a dit là, ton genou, c'est compliqué, t'as mal tous les jours, tu prends des anti-inflammatoires tous les jours, à un moment donné, il faut arrêter. Et il m'a dit, moi, je vais te faire quelque chose, une opération, on va essayer de jumeler deux, trois techniques, mais moi, je te considère comme un patient, tu vois. Ok. Elle est là Ouais, la c'est. difficulté dans les clubs. Parce il y a l'instant T qu'il faut gérer, il y a les matchs qui se Hmm. répètent quasiment tous les trois quatre jours. T'as pas le temps de te Non, reposer, non, t'as je pas le temps comprends. de tout ça. T'as des contrats aussi qui sont en cours. C'est ça aussi le truc. T'as des contrats qui sont en cours. Donc, donc je pense que tout ça, je pense qu'on est tous fautifs. Ouais, Le médical, ouais. moi qui ai pas dit non, le médical qui m'a pas informé de la gravité des choses, ou du moins pour le futur ou pour l'avenir. Donc c'est une vraie problématique. Ok. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est important pour le joueur, surtout moi je parle pour le joueur, Ouais. de donner son avis, de s'écouter et quand il sent pas, à un moment donné il faut dire non. Voilà. Quitte à rater un match, deux matchs et après d'être sur le banc, mais il vaut mieux être à 100% plutôt qu'être à 70-80% sur l'année parce qu'au bout d'un moment tu le payes. Et quand tu payes après, tu peux le payer au plus fort. Bon, j'ai deux questions avant de te laisser partir. La première, c'est que quand j'ai eu Yacine Bendia dans cette équipe, dans cette émission, il m'a parlé de l'enfer de tomber justement potentiellement sur des médecins qui n'avaient, comment je peux le dire gentiment, pas forcément bien évalué la situation, pris des décisions qui vont à l'inverse de l'intérêt du patient. Et justement, le mot patient, comme tu dis, il est très important. Et qu'il avait vécu un enfer émotionnellement parlant. Toi, quand tu vis tout ça, là, justement, que tu te rends compte que tu peux pas y retourner, que tu restes sur le carreau longtemps, que tu as mal, que
Pour un joueur de foot, je sais que c'est la pire chose. C'est pire qu'une défaite, c'est pire que tout ça. Comment tu le vis, toi? Moi, quand j'étais joueur, déjà, surtout la dernière année à Séville, enfin, pas ma dernière année de contrat, mais la deuxième année de contrat où je fais mon dernier match, cette année était très très dure psychologiquement, parce qu'en fait, euh, je prenais du plaisir sur le terrain, mais j'en prenais plus la semaine à l'entraînement. Pour moi, c'était une corvée d'aller à l'entraînement parce que j'avais mal en fait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'avais mal. Dans le documentaire, je l'explique bien. Je pouvais plus monter les escaliers après les matchs. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent qui peuvent l'attester puisqu'ils étaient là quand ça Ça s'est va passé. jusque-là, tu peux Des plus amis. marcher, tu peux plus monter l'escalier. Ouais, c'était une horreur. C'était une horreur. Parce que j'avais le genou qui était plein d'eau, c'était très Ah, compliqué. J'étais dans la douleur. Et comme je le dis, j'ai dû aussi adapter mon jeu. C'est-à-dire que j'arrivais plus à faire une belle place claquée sans avoir mal. J'arrivais plus à faire un bon centre sans avoir mal. C'était, psychologiquement, cette dernière saison-là a été très, 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 très difficile parce qu'en fait, euh, moi, je suis quelqu'un de très rigoureux sur le terrain. Moi, j'aime bien quand tout est bien fait et puis ça me fait du bien. Et quand tu fais même un truc bidon, tu fais une belle place claquée là, bam, ça te fait ouais, du bien bien. Tu sûr. te dis, ah putain, ce matin, j'ai fait une belle passe claquée, j'ai mis un bon centre. Et là, en fait, tout était à l'arrache. Tout était à l'arrache parce que j'avais tout le temps mal, 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 mal. J'avais tout le temps mal. C'était, Waouh, c'est c'était terrible. horrible. C'était terrible à vivre parce que, en fait, cette notion de plaisir, je la perdais de plus en plus. Ouais. Et des fois, j'y allais parce que j'avais un contrat, j'étais obligé, parce qu'il fallait que je joue. Et malgré tout, durant le match, je prenais du plaisir à Séville. La chance qu'on a à Séville, c'est que stade de ouf, supporters incroyables, belle osmose, il y a beaucoup d'adrénaline, tout. Mais l'entraînement, c'était un calvaire. Waouh. Ok. Et ton entourage le gère, enfin, le gère avec toi, je suppose. C'est comment l'ambiance? T'es énervé, t'es déprimé, t'es triste, t'es comment? Oui, 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 oui. C'est vrai que avec quand je rentrais à la maison, effectivement, ouais, c'était compliqué, très irritable. Ouais. Il fallait me laisser 1 heure, 2 heures, et puis j'avais tout le temps mal. Et puis c'est ça le pire, c'est que j'avais tout le temps mal, tout le temps, tout le temps, Ouais, tout le temps. ça s'arrête jamais. Et même après ma fin de contrat à Séville, bon, après mon opération, je passe 1 an avec Sampaoli où je fais zéro entraînement. J'ai Hmm. fait zéro entraînement, je ne pouvais pas. J'étais toute l'année chez le kiné. Waouh. Donc la fin de contrat, il ne prolonge pas, donc tu rentres chez toi à Bordeaux. Mais la problématique était la même. J'avais mal. J'avais mal au genou. Je boitais, j'avais mal, j'essayais, j'y arrivais pas. Et la chance que j'ai eue, c'est que voilà, je suis tombé sur ma troisième opération, je suis tombé sur un chirurgien à Bordeaux qui m'a considéré comme un patient. Hmm. Là, il m'a dit, je vais te faire une opération, peut-être que tu vas pouvoir rejouer au foot, mais moi, mon objectif, c'est que tu ailles mieux pour ta vie quotidienne. Ouais. Et effectivement, après cette opération, j'ai essayé de rejouer au foot, je m'étais entraîné un peu avec la réserve des Girondins, mais j'avais encore mal, c'était trop tôt. Et en fait, je me suis rendu compte que 2, 3 ans après cette opération, il a fallu du temps, ben, quasiment plus de douleur en fait. Parce que plus le rythme du footballeur à s'entraîner tous les jours, donc ton corps s'est reposé. Et donc aujourd'hui, ça me permet de faire 2, 3 paddles par semaine, de faire des footings, de m'amuser avec les Ouais. enfants et d'avoir une vie sans douleur. Ouais. Ça, c'est Hyper important. important. Aujourd'hui, j'ai une vie sans douleur Ouais. et sans anti-inflammatoire. C'est hyper important. C'est important de le dire. Ok. Bon, ma dernière question, avant de te laisser filer. Quand on dit tout ça on a parlé de l'aspect médical, on a parlé du manque de conseils, de l'accompagnement, etc. Je suis tombé sur une interview de toi, à l'époque, c'était SFR, qui faisait l'émission Le Vestiaire, c'est RMC, quoi. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. Où tu parles de Unai Emery, je crois qu'à l'époque, il débarque au PSG, et tu dis, il t'a épuisé. Ouais. Alors Oui. maintenant j'ai toute la vision, que ce soit l'adaptation, les exigences d'entraînement, les exigences tactiques, les séances Mm. vidéo, la longueur des entraînements, et en plus cet aspect psychologique, mental par rapport à ta santé, j'ai un peu plus d'éléments. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là quand tu dis il m'a épuisé? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier? Ouais, parce qu'en fait, en fait, j'avais pas connu ça dans les autres clubs. Donc en fait, j'arrive à Séville et ouais, tu fais 1 heure de salle avant, les entraînements durent très longtemps. Ouais, Après, des séances de vidéo interminables. Même par moment, c'était trop. Même nous, les joueurs, on se regardait, des fois, c'était trop. Les veilles de match, on faisait les séquences coup de pied arrêté. Des fois, on pouvait rester
trois quarts d'heure debout sans rien faire, les défenseurs, mais il fallait être là parce que lui, il était très minutieux. C'était quelqu'un de ultra minutieux. Donc, il voulait tout contrôler. Il voulait que tout soit fait comme il le voulait. Donc, grâce à tout ce travail, on a gagné. Mais c'était dur. On était épuisés. Tous les joueurs le disaient. C'était dur, hein. Mais on a gagné. Ouais. C'est ça le mais, tu vois. On a gagné, mais c'était dur. C'était dur parce qu'il en demandait énormément. Avant de rentrer sur le terrain, on faisait des vidéos dans le vestiaire. À 25 minutes du match, il nous mettait des vidéos. Il nous faisait des réunions. Il fallait qu'on parle, qu'on dise le ressenti. Enfin, il te lâchait pas en fait. Ouais. Et peut-être qu'il avait raison puisqu'on a gagné. Hein. Beaucoup. C'est vrai que moi, moi après il y a d'autres joueurs qui avaient pas de problème physique qui ont passé des années incroyables parce que physiquement ils étaient bien et tu gagnes des titres. Ouais. Moi, physiquement j'étais pas bien. Par moment, quand je lui demandais un jour de repos, il voulait pas trop. Donc moi je l'ai vécu de ce côté-là, j'ai moins bien vécu que certains. Ouais. Mais j'ai gagné 2 Europa League. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. Mais on peut comprendre, avec les dessous que tu me racontes là, on peut comprendre que soit ça marche, soit ça casse avec lui, parce que à Aston Villa, par exemple, ça se passe très bien. Mais à Arsenal et au Paris Saint-Germain, ça a été particulièrement compliqué. Je pense qu'il y a des profils de joueurs aussi, des profils de clubs qui peuvent faire en sorte que ça marche pas. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi, c'était super, on a beaucoup parlé. On parle pas mal dans cette émission, on parle pas mal. On est du genre un peu bavard tous les deux en plus, donc on parle pas mal. Pour un monsieur qui avait soi-disant du mal à s'exprimer au début de carrière, tu t'es bien rattrapé. Après, avec le métier. Non, en tout cas, merci beaucoup pour la transparence. Je sais que c'est pas toujours facile de parler des moments compliqués comme ça devant tout le monde, donc merci. Pour les autres, on se retrouve bientôt dans Call Interview avec d'autres invités de la qualité de ce monsieur-là, avec des anecdotes qu'on n'attend pas forcément, mais qui nous permettent de connaître un peu mieux le football. À bientôt, ciao, prenez soin de vous.